Bonjour et bienvenue sur IK News. Nous sommes en direct sur notre page IK News TV. Je rappelle que vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube IK News. Nous sommes ici aujourd'hui pour débattre sur les conséquences socio-économiques de COVID-19. Comme vous le savez, hein, l'humanité vit une époque particulière, un moment particulier. Nous allons donc débattre des conséquences socio-économiques. Nous allons parler de la lutte, de l'aide de l'État pour aider en tout cas les gens en difficulté. Nous allons aussi parler d'un problème épineux qui est le rapatriement des corps des membres de la diaspora. Nous allons aussi nous poser la question à savoir est-ce qu'on va se vers une crise économique planétaire. Avant cela, je vous laisse, en tout cas, je vous présente nos invités. Nous sommes en présence de M. Mamadou Dem, qui fait partie du Haut Conseil des collectivités territoriales. Nous sommes aussi en compagnie de Ousmane Ndiaye, qui est docteur en sociologie, chargé d'enseignement à l'Université de Perpignan. Nous sommes aussi en compagnie de M. Papsar, qui est professeur d'analyse et traitement de données dans une université au Sénégal. Je vous laisse se présenter à tout le monde. On va laisser la parole à notre tonton, en tout cas l'aîné, M. Mamadou Dem, traduction africaine de prise, se présenter. M. Dem, vous avez la parole. Merci beaucoup pour cette préséance qui m'a été offerte et pour ce respect de nos traditions. Je crois que je voue le même respect à vos égards parce que dans nos sociétés, ce sont les générations récurrentes qui sont le ciment de nos communautés et de notre cohésion sociale. Au-delà de ma fonction de haut conseiller au sein du Haut Conseil des collectivités territoriales, j'exerce ma vie professionnelle en France. Au sein de l'administration préfectorale et aussi je donne des cours en sociologie et en sciences de l'éducation dans des universités françaises tout en assumant les accompagnements d'étudiants de Master 1, Master 2 au niveau des directions de recherche et d'études. Sinon, je suis un consultant docteur en sciences sociologie des migrations, consultant sur les questions migration, société, migration et développement. Merci, M. Dem. La parole est à Ousmane, comme vous voulez. Comme vous le souhaitez. Alors, Ousmane, dis-nous, on vous laisse vous présenter. Ouais, moi, je suis Ousmane Ndiaye. Je suis docteur en sociologie. J'enseigne à l'Université de Perpignan, à l'IRTS aussi, l'instance régionale des travailleurs sociaux. Et je m'occupe aussi d'un projet européen, le projet de coopération européenne entre la France et l'Espagne. Donc, ça fait vraiment plaisir de participer à ce débat. J'espère bien que ce débat va être très riche, en tout cas avec des anciens comme Mamadou Dem, des professeurs comme Papsar. Je pense que le débat va être très riche en fait. Donc, je vais en profiter pour apprendre aussi, pour échanger, donner mes points de vue sur les différentes thématiques qui seront abordées. Merci. Merci. Pape, à vous, s'il vous plaît. Papsar, Sénégalais de Nantes, je dois être celui qui apprend ici, je pense, Ousmane, c'est bien Papsar. J'ai en face de moi des honorables personnalités avec qui j'ai plaisir à partager ce plateau. On apprend toujours des docteurs que vous êtes. Moi, je ne suis pas docteur pour l'instant, je ne suis qu'un pauvre chargé de cours en France, à Nantes, dans certaines organisations, mais également au Sénégal, à HEC, Université internationale. Voilà. Très bien. Merci à vous. Donc, je pense que si vous permettez, on va démarrer, si vous permettez, par vraiment un sujet très épineux, qui est le rapatriement des corps. C'est le plus gros dossier, on veut dire, si vous permettez. Pour cela, on va juste appeler une dame qui s'appelle Mina Gouma. Elle a perdu son mari mi-mars, en tout cas depuis le mois de mars, et elle est en attente ici, à Paris, pour avoir son avis. Et après, on débat et au fur et à mesure, on va entrer sur les autres sujets. Vous permettez. Allô? Oui, Madame Mina Goumane, on est en direct. Oui. Donc, je vous laisse vous exprimer. Nous sommes en compagnie, on a commencé le débat, vous présenter. Et, voilà, bon, je pense qu'elle va préférer parler Wolof. Donc, voilà, Madame Goumane, je vais vous parler de
waaw bu dee moo la gënal bismillah ndax ko ñu nekk fi ñoo ngi si naqar bu rëy ñu ñëw nag participer wane suñu naqar ndax ko ñi sunu néew yi nekk fii ñun ñi fi nekk yëpp man am na sama jëkkër mi fii demagul ba lii ñun ñi am ay néew si biir dëkk bi dañoo sonn sunu autorité war nañu ñu déglu war nañu defal dara mais sunu autorité ñoom duñ ñu xalaat nañu def rek ñi nekk sunu place bi ñun bu ñu defee sunu place bi nga xam ne tey lu ñuy dund lu metti la lu ñuy dund lu naqar la waaye sunu amuñu yërmande La transmission passe mal, Denis. Ibra. Est-ce que ça va mieux là? Oui. Allô? waaw non baax na kay yow sa son bi leer na si ñu jàng si moo lay doon bismillah non yow sa son bi ma ne sa son bi yow leer na fi nga nekk yow leer na c'est que ni ma koy defee pour mu jàll si ordinateur bi moo leerutoon bismillah continuer waxtaan madame Goumane son bi sànq la gënoon a baax de son bi ngay wax sànq la gënoon a baax dafa mel ne léegi baaxatul de waaw léegi leer na nii leer na bisimilah waaw bisimilah français yi ñoo ngi defar néew yi ba ñu baax ñibbi leen yóbbu leen waaye sunu autorité mooy wax ne bu leen dugal seen néew si sunu réew mi Sénégal mooy sunu lépp Sénégal rek la ko am autorité tubaab bi ñoo ngi wax ne yóbbu leen seen i néew mais lu tax sunu autorité bi wax bu ñu yóbbu sunu néew ci sunu dëkk yéen daal amu leen yërmande ci ñun amu leen yërmande ci ñi nga xamante ne dañoo dee amu leen xol amu leen dara ngeen naan dëkk musulman ñun de xamuñu ne Sénégal dëkk musulman la amoon nañ ko daaw gis na tey amuñu Sénégal daal nekkul dëkk musulman nekkul tamit dëkk solidarité amuñu yërmande ci ñun ñoo nga fi yore suñu néew si loxo juleen ak kasa de fekk loolu ya moo ngi yor samay néew amuñu fi nga nekk fi nga di suul boo leen suulee ak ñu suli boo leen suulee 6 mois ñu dindi leen yéen ñii autorité sénégalaise ambassade conseil la président de la république ñeneen ñi gis lii ñoo ngi fi ñoo ngi bëgg a dee ñu ngi sax teew si bëgg a dee ndax naqar ndax ñeneen da ngeen ñoo délaissé ñun autorité yi da ngeen ñoo délaissé amu leen soucié amu leen dara si ñun. waaw madame Goumane. saa di seen bopp ngir nga ñu ci lan ngeen bëgg Sénégalais da ngeen a dëgg xol amu leen xol dina ko waxaa ñeneen di toog ci seen kër foofu Sénégal pour seen njaboot pour seen jabar foofu yëpp mais ñun ñoo ngi fi ñun ñoo nekk Sénégal ñun ñoo nekk France ñun ñoo nekk États-Unis ñun ñoo nekk
yi néew ñu ne ñibbi leen yéen ngeen tëj bu ci ngeen du ñibbi te corona baa ngi rey Sénégal corona baa ngi rey Sénégal li rey li ñu rey ñi fi ñoo leen di rey ko madame Goumane maa nga baal ma tuuma la ma ne dafa bëgg rek nga rappelé ñuy déglu ba xaw ma son bi Ousmane son bi kon yéen a koy dégg ni ngeen ko bëggee baaxoon na très bien waaw dama bëggoon rek nga wax ñu yow su ñuy seetaan yow sa jëkkër kañ la génnoon àdduna ban jour depuis le 31 mois dernier donc mën na weer nii mois dernier sama jëkkër bi ma àdduna maa ngi toog di fay yàlla sàkk maa ngi toog bëgguma ko fi suul dama ko bëgg yóbbu sama dëkk dama ko yóbbu Sénégal Sénégal laa bëgg ñibbi yóbbu sama jëkkër loolu laa bëgg ne ko police yaa ngi tëdd parisien yi ñu ne leen ñibbi leen Sénégal yi seen bunti ñu ne doo leen ñibbi est-ce que loolu am xol la dañuy reetaan sax dañuy wax wala ñun defuñu dara seen réew ñëw leen bëggul français yi loolu la ñuy wax ñun defuñu dara boo leen bëggee ñibbi tey da ngeen di dem mais seen autorité moo leen di wax ne doo bu leen ñëw bëgguñu leen quelle honte la part à Sénégal quelle déception la Sénégal jërëjëf madame Goumane yaakaar naa ne ñi ñuy déglu yëpp comprendre nañ situation bi donc xam nañ ne yow moom xool ngay waxee parce que c'est normal sa borom kër sa gaañu depuis 31 mars yéen a ngi ko luyeel fii koor bi di ko fayal pour mën a sa situation mën a changer pour yaakaar yi nekk Sénégal jërëjëf ñoo ngi remercier ñu dégg nañ bu baax li nga wax yàlla na fekk nga wax ëllëg waxtaan sujet boobu sérieux naa ne jërëjëf rek ñoo ngi bàyyi suñu invité yi waxtaan sujet boobu ak jërëjëf yàlla may la xolu muñ ak xolu famille bi yëpp yàlla yërëm sa borom kër si tay mama sallallahu alayhi wasallam jërëjëf merci beaucoup jërëjëf waaw bon nag invité ngeen xam ne son bu xaw na tam jóg fi comme ni ngeen ko waxee rek kii mi ngi tudd Mina Goumane moom nag vraiment borom këram dafa gaañu fi comme ngeen ko gisee boobu léegi nag ñu bëgg a yóbbu par mu toog Sénégal donc moo bàyyi ci bëgg a njëkk a jël yéen si seen baat rek pour que léegi Ousmane la moo on va respecter les tonton Mamadou on va vous faire ce privilège encore une deuxième fois de vraiment nous dire ce que vous pensez de ce sujet épineux de l'encadrement des corps. Avant tout, je salue madame et je compatis à sa douleur et à sa peine. Je partage sa douleur et sa peine. Et en l'état des choses, nous nous voulons tous, responsables et acteurs sociaux sénégalais qui sommes en France, d'être dans une incapacité immédiate de pouvoir répondre à la requête de madame. Car elle ne dépend pas de nous, mais nous pouvons rejoindre cette dame et nous battre à ses côtés pour que ce qu'elle veut ait lieu soit possible. Pour que ce soit possible pour l'ensemble des corps des Sénégalais qui sont décédés ici du coronavirus ou bien hors coronavirus. Parce qu'il y en a beaucoup de Sénégalais qui sont décédés, qui sont actuellement en attente, qui ne sont pas rentrés au Sénégal et qui ne sont pas décédés du coronavirus. Il y a un problème d'organisation lié au rapatriement de ces corps. Il y a aussi des corps nombreux, de plus en plus nombreux, du coronavirus. Moi, je connais des Sénégalais qui, quand ils rentraient à l'hôpital, ils ne portaient pas des symptômes du coronavirus. C'est à l'intérieur de l'hôpital qu'ils ont chopé le coronavirus et ils y sont restés. Actuellement, nous ne sommes pas loin des 100 corps sénégalais décédés du coronavirus et qui posent actuellement problème sur leur organisation, l'organisation de leur rapatriement au pays, conformément aux droits humains, chacun d'être enterré selon ses traditions, ses us et coutumes, d'être enterré selon ses vœux. Parce que nous qui sommes ici en France, comme ceux qui sont ailleurs dans le monde, nous ne sommes pas venus dans ces pays pour y vivre ou bien pour y mourir. Nous sommes appelés à vivre ici, satisfaire des besoins prioritaires que nous n'avons pas été en capacité de pouvoir satisfaire chez nous, mais que nos migrations ont permis de satisfaire. Mais nous, je crois que chacun d'entre nous souhaite, le moment venu, soit rentrer par lui-même chez lui, ou bien quand il aura à décéder, qu'il soit mis dans des conditions de pouvoir être enterré auprès des siens. Je crois que c'est ce que tout le monde demande. La preuve, c'est que quand des grands dignitaires religieux
ou politiques, ou économiques, ou bien des grands dignitaires de Sunni Ada, quand ils sont décédés à l'étranger, le problème ne se pose pas pour le rapatrier. Ils n'ont jamais été enterrés dans les pays où ils sont décédés. On les ramène au pays, et quelle que soit la cause de leur mort. Et que ce n'est pas la première fois qu'il y ait des maladies infectieuses, ou bien que les Sénégalais soient morts de maladies infectieuses, mais les conditions dans lesquelles les défunts des maladies infectieuses sont mis par les autorités sanitaires françaises font que ces gens-là, n'étant pas contaminants, à aucun moment, il n'a été posé pour problème par rapport à leur rapatriement pour être entrés dans nos pays. D'où cette décision du gouvernement du Sénégal que moi, je ne peux pas comprendre et que je n'accepte pas et que je n'accepterai pas. Beaucoup de gens s'étonnent d'ailleurs pourquoi je prenne cette décision, compte tenu, et cette position, compte tenu de mon statut aujourd'hui de haut conseiller des collectivités territoriales. Mais au sein du haut conseil des collectivités territoriales, je représente la diaspora sénégalaise. Lorsque un parlementaire représente une population et que cette population a des problèmes, a des difficultés, a des revendications, c'est ce représentant qui doit porter cette revendication auprès des autorités de l'État. Et là, j'assume ma responsabilité de haut conseiller représentant la diaspora au sein du haut conseil pour que partout soit entendue cette détresse des diasporas sénégalaises par rapport à cette situation que crée le coronavirus dans les différents pays du monde. J'ai été parmi, lorsque le ministre de la Santé a annoncé que sur conseil de son comité de santé, les corps sénégalais, morts du coronavirus ou pas, ne pouvaient pas rentrer au Sénégal. Dans l'heure qui a suivi, j'ai envoyé une lettre ouverte au président de la République. J'ai envoyé des courriers à la quasi-totalité des présidents des principales institutions du Sénégal pour attirer leur attention sur le danger que constitue cette décision du gouvernement du Sénégal. Mais il se trouve aujourd'hui que le gouvernement du Sénégal s'entête, malgré les preuves matérielles qu'on a amenées, qui ont été prouvées, et de plus en plus d'acteurs de la médecine, de la santé, d'acteurs divers, économiques et sociaux, des militants, des engagés comme nous qui sommes ici, et d'autres, malgré les preuves matérielles que nous avons amenées, que ces corps-là ne sont pas contaminants, dès lors que les mesures strictes de santé ont été respectées, à la fois par la partie française, mais aussi de la même manière dont le gouvernement du Sénégal a édicté les mesures de préservation et de prévention contre le risque de la contamination par rapport aux décédés du coronavirus au Sénégal, il n'y a aucune raison qu'un Sénégalais mort à l'étranger ne soit pas en capacité d'être transféré au Sénégal, parce que jusqu'ici, jusqu'à preuve du contraire, les Sénégalais n'habitent pas l'espace. Donc, d'un avion à un autre à l'aéroport du Sénégal, et de la même manière dont on a géré un corps d'un Sénégalais à Dakar, on peut aussi, pour le ramener à l'intérieur du pays, de cette même manière, on peut gérer un corps d'un Sénégalais mort à l'étranger et qu'on ramène à partir de Dakar et que l'État du Sénégal prenne ses dispositions pour accompagner son corps là où il doit être enterré. Moi, je milite pour ça et je termine par présenter toutes mes condoléances à cette dame en la disant que nous sommes à côté d'elle, que nous nous battrons à côté d'elle et auprès des autres pour que cette situation change et que quel que soit alpha, que nous puissions ramener nos corps dans nos pays. Je termine aussi par le fait que, au-delà de mon engagement politique par rapport à cette question, compte tenu de mon statut, mais je suis membre de la diaspora sénégalaise. Ce qui signifie que si demain j'arrive à mourir ici, on ne me rapatriera pas au Sénégal. Ou bien ça m'a dit que nous rapatrier au Sénégal. Si nous sommes politiques, ça, demain on va cette décision du gouvernement sénégal. Parce que je n'aime pas être enterré ici. Donc c'est une cause commune à l'ensemble de la diaspora sénégalaise. C'est une cause commune à l'ensemble de la diaspora sénégalaise et que nous devons être debout pour lutter contre cette décision-là qui n'est pas juste. Monsieur Tonton, je rappelle que la dernière fois, il y a des internautes qui nous parlaient Wolof, donc vous êtes gagnant. Donc, Pape Ousmane, je ne vais pas vous D'accord, je laisse Pape intervenir, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. J'ai plaisir à prendre la parole dans ce panel pour aussi donner mon point de vue. Il ne sera que le point de vue d'un citoyen sénégalais, membre de la diaspora au même titre que M. Mamadou Dem, que je salue au passage. Et si le jour de la mort est arrivé, qu'on ait le privilège d'être enterré là-bas dans la terre de nos ancêtres, parce qu'il me semble que c'est le souhait ardent de tout Sénégalais de l'extérieur. Et c'est la chose peut-être la mieux partagée aujourd'hui. Donc, tenir une position dans cette affaire, c'est essayer chacun, en ce qui nous concerne,
de dire ce qu'il sent être le plus raisonnable possible. Voilà. Après, nous sommes tous d'accord. Nous partageons la douleur de cette dame. Et c'est vrai que son témoignage est poignant. Mais moi, je ne suis pas du style à me laisser emporter dans des émotions. Vous savez, en toute chose, quand on est responsable, il faut être au-dessus des cloisons et au-dessus des émotions pour pouvoir percevoir la quintessence des choses et les expliquer et prendre une position. Ma position, elle est claire, elle est expliquée, je l'explique à qui veut l'entendre. Il y a beaucoup trop de choses, il y a encore beaucoup trop d'embûches en face de cette envie de Mamadou Dème de faire partir nos corps décédés de Covid-19 au Sénégal. Vous savez, quand il n'y a pas de solution à un problème et que la science ne peut pas l'expliquer, il y a ce qu'on appelle le principe de précaution. On s'en tire de précaution parce que nous n'avons rien pour expliquer, pour confirmer ou pour infirmer le fait qu'il y ait un processus de contamination de ces corps-là quand ils arriveront au Sénégal. Or, il y en a beaucoup. M. Dème vient de le dire. Non seulement il y en a beaucoup, mais il faut quand même qu'on se dise qu'il n'y en a pas qu'en France. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui ont pris la parole, c'est des gens qui viennent vous dire tout de go que l'État du Sénégal refuse ces morts de Covid-19 de la diaspora. L'État du Sénégal, en somme, tourne le dos à sa diaspora et ne veut plus voir les corps de ses défunts parce qu'ils sont morts de Covid-19. Mais c'est aberrant de dire une chose comme ça. Je veux dire, on ne peut pas être responsable et imaginer, ne serait-ce qu'une minute, que l'État du Sénégal puisse se dresser devant ses concitoyens pour dire ceux qui sont morts de Covid-19, vous ne comptez pas comme Sénégalais, vous pouvez rester là où vous êtes morts. Mais attends, on ne peut pas jouer avec les émotions déjà. Je veux dire, même quand il y a des émotions, parce que moi je comprends bien la posture de cette dame qui dit « Mon mari, je veux l'enterrer au Sénégal », mais je ne peux pas comprendre la posture d'un monsieur Dème, haut responsable, qui est capable d'être au-dessus des cloisons et qui dit « L'État du Sénégal refuse ». Pape ça. Pape, oui. Vous savez, oui. Nous-mêmes, on a débattu ici. Oui. Ont proposé ici que s'il y a il y a scientifiquement rien qui dit qu'il y aura des contaminations. Il y en a aussi qui ont proposé d'acheter des terres à côté de la présidence, mais de prendre toutes les précautions pour qu'une fois que ces corps des Sénégalais arrivent à Mécan, on les envoie directement à côté de l'aéroport pour permettre aux familles dans le futur de venir se recueillir. Donc moi, je comprends que... Je vais vous dire une chose, Ibra Khadi. C'est très simple. Je suis membre d'une fédération qui s'appelle Fédération des Sénégalais de la diaspora. Nous avons malheureusement perdu 2 membres en courant 2019. Des membres décédés dans la diaspora, simplement, il n'y avait pas encore de coronavirus, mais on s'en arrêtera là. Ce que je veux dire, c'est que ces corps m'ont trouvé au Sénégal, parce que moi, je me suis rentré en France depuis 24 jours. OK? Et bien, quand il y a eu l'enterrement de ces corps-là au Sénégal, nous avons fait des pieds et des mains pour expliquer aux familles qu'il valait mieux les enterrer dans leur caisse en métal. Mon fils, moi-même, est mort en France. Il avait 20 ans, j'ai dû l'enterrer au Sénégal il n'y a pas longtemps, et je l'ai enterré dans sa caisse métallique. J'ai essayé de convaincre ces familles-là qu'il valait mieux les enterrer dans la caisse métallique, comme j'ai fait pour mon fils. Ils m'ont dit, nous sommes Sénégalais, nous avons nos coutumes, et nos coutumes disent clairement, et l'islam dit clairement, je ne sais pas c'est quel islam, mais c'est leur façon d'interpréter l'islam, qu'il faut enterrer les morts avec 7 mètres de percale, pas plus. Eh bien, l'État du Sénégal aujourd'hui n'aura pas les moyens de suivre chaque défunt et de mettre un policier ou un gendarme derrière chaque défunt pour s'assurer que les morts seront enterrés directement avec leur caisse. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième chose, c'est que aller au Sénégal, c'est la suite, en fait. Il faut d'abord pouvoir embarquer ces corps-là dans un cargo, là où ils sont morts, et les acheminer en direction du Sénégal. Ce que l'État ne vous dit pas, c'est qu'en France, puisque nous sommes tous en France, quand quelqu'un meurt ici, il a besoin d'un certificat de non-contagion. Il a besoin d'aller avoir un laissez-passer à la préfecture du département où il y a eu le décès pour avoir un laissez-passer mortuaire. Il a besoin, en période d'épidémie, qu'on puisse déterminer que le défunt n'est pas mort d'épidémie. Et ça, c'est les conventions IATA qui les réclament parce que les cargos qui amènent les corps sont obligés de respecter cette convention-là qui dit que les morts ne peuvent prendre un cargo que s'ils ont suivi un soin de conservation du corps. Or, en période d'épidémie, ce n'est pas possible en France. Donc, la plupart des documents requis pour mettre un corps dans un cargo et l'acheminer au Sénégal n'est pas disponible aujourd'hui. C'est d'abord ça le problème. Alors, avant d'attaquer l'État, il faut essayer de savoir pourquoi l'État prend une décision.
D'accord. Monsieur Dem, je vous donne la parole, mais aussi il faut comprendre qu'il y a des personnes ici qui sont en vie sociale et maintenant ils ont leur testament et ce testament ne peut plus être. Monsieur Dem, vous avez la parole. Monsieur Dem, on laisse notre camarade le professeur de sociologie, M. Ndiaye, de se parler. Et après, je reviendrai sur ce qu'a dit Pape Ndiaye, Pape Sarr, sur 3 ou 4 éléments qui me semblent particulièrement importants. Ousmane, très bien. Merci pour votre élégance. Merci, Ousmane, vous avez la parole. Ouais. En tout cas, je commence à partager la douleur de cette dame, sa peine et sa douleur. Je lui présente aussi nos condoléances et voilà, présenter aussi nos condoléances à toutes les personnes, toutes les familles, les parents qui ont perdu quelqu'un depuis cette période, cette crise sanitaire. Nous, on est des Sénégalais, on a une culture sénégalaise, une culture africaine. On a un corps biologique qui peut, on peut mourir partout, hein, partout dans le monde, même que ce soit coronavirus ou non. Mais aussi, on a donné une certaine importance à un corps social qui a besoin de recueillir, qui a besoin chaque vendredi d'aller voir nos parents décédés, voilà, recueillir sur les tombes, etc. Donc, ça fait partie de notre culture. Donc, si on veut ôter ça à des Sénégalais, à des Africains, à des étrangers en général, ça va devenir très douloureux. Donc, on comprend bien, voilà, la réaction de cette dame-là. Qu'est-ce qu'il y a? Une situation exceptionnelle qui est, voilà, une crise sanitaire, le Covid-19. Est-ce qu'il faudrait demander l'avis des experts, l'avis des médecins experts pour dire est-ce qu'on peut organiser un transport des corps des Sénégalais de la diaspora, que ce soit aux États-Unis, en France, partout, vers le Sénégal. Donc, on aurait peut-être recueilli l'ensemble des avis avant de prendre une décision sur un plateau télévisé, comme ça, en disant que bon, on ne veut pas contaminer, voilà, la population sénégalaise. Donc, c'était très rapide en fait. Donc, c'est pas une décision. La communication n'était pas très organisée. C'est pourquoi je pense que l'État n'a pas encore pris, en tout cas, on n'a pas encore une décision du gouvernement en disant que oui ou non, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Donc, il y a un silence qui est là. Les Sénégalais parlent, donnent leur point de vue. Il y a des cris de cœur partout, mais l'État n'a pas encore décidé en disant on va récupérer nos corps ou on ne va pas récupérer nos corps. Donc là, on attend toujours la décision. En tout cas, d'après les spécialistes qu'on a écoutés, analyser cette situation, effectivement, un corps peut-être bien préparé, avec beaucoup de soins, hein, transféré au Sénégal avec beaucoup de soins, l'enterrer sans contamination ni rien du tout. Ça, c'est l'avis des spécialistes. Qu'est-ce que pensent aujourd'hui les spécialistes on a juste un problème de connexion, mais temporisons, il va arriver. Vas-y, il y a juste un problème de décalage de connexion. Donc, il y a une communication qui n'est pas encore maîtrisée, qui n'est pas encore cadrée. Allô, je vous entends? Est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends. Vous m'entendez? Je vous entends très bien. Ouais. Donc, je disais qu'il y a une certaine communication non maîtrisée. Chacun parle, chacun se spécialiste dans les plateaux télévisés et pardon. Moi, je pense que l'État ou le gouvernement, en tout cas, c'est ce qui s'occupe de cette question-là, devrait se rapprocher auprès des représentants de la diaspora, auprès des spécialistes, interroger les spécialistes en disant est-ce que c'est faisable ou est-ce qu'il n'y a pas un risque de contamination voilà, de la population sénégalaise? Quelles sont les solutions envisagées? Est-ce qu'il faut peut-être acheter un terrain à côté de l'aéroport, appeler cimetière Covid-19, des choses de ce genre? Il y a pas mal d'initiatives qu'on pourrait développer. Donc, il y a un manque de communication, de coordination de cette action auprès des représentants de la diaspora pour qu'ils puissent peut-être arriver à donner leur point de vue, à
interroger leurs spécialistes, interroger les spécialistes des Sénégalais, pas que politique, mais aussi le côté médical, le côté épidémiologique. Donc, on peut arriver quand même à avoir une décision qui appelle à une certaine concertation, à une certaine discussion entre les représentants de la diaspora et ce qui nous représente au niveau politique. En tout cas, c'est ce que j'aimerais apporter comme réflexion par rapport à l'intervention de cette dame. Merci Ousmane, merci Ousmane. Monsieur Dem, vous avez la parole. Oui, je crois que nous avons entendu des choses assez intéressantes, à la fois de la part de Pape Sarr que de notre ami Ousmane Ndiaye. Je crois qu'à travers les positions des uns et des autres, y compris la mienne, qu'il n'y a pas d'antinomie fondamentale. C'est surtout une perception d'une chose et la manière de trouver la solution à cette chose qui peut-être nous différencie, et notamment avec Pape Sarr. Me concernant par rapport à son interpellation sur le niveau dans lequel je suis et mon incapacité donc à m'élever au-dessus des sentiments pour pouvoir dépasser effectivement les douleurs des gens et voir de manière très froide comment trouver une solution à cela. Mais je veux attirer l'attention à Pape Sarr. Il vit dans un pays de droit. Quand les citoyens ne sont pas contents, ils manifestent contre les décisions de leurs États. Ce sont leurs élus, les maires, les députés, les présidents de conseils départementaux qui viennent auprès de leurs concitoyens, les accompagner dans leur démarche de revendication auprès de l'État, contre l'État. Il est dans ce pays, dans les Pays de Loire, où il est, quand les élus locaux ne sont pas contents par rapport à des décisions gouvernementales, ils mobilisent leurs citoyens, les habitants de leur collectivité territoriale, et ensemble, ils vont devant les autorités de l'État, que sont les préfectures, pour manifester contre leur mécontentement, population et élus locaux compris. Mais je suis dans cette logique-là, en tant que représentant des diasporas sénégalaises au sein d'une institution de la République, parlant en leur nom là-bas, lorsqu'effectivement il y a une décision que je ne partage pas, mon rôle c'est de me mettre à côté de ces populations-là qui revendiquent un droit et que je trouve fondé. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, Pape Sarr dit qu'il y a des risques potentiels de contamination et qu'à un moment on a donné des preuves de non-contamination. Mais je crois que s'il avait bien écouté ce qui se passe, s'il a bien écouté l'ensemble des éléments d'information de ces médecins sénégalais qui sont partout à travers le monde, et même depuis avant-hier, des médecins qui sont au Sénégal, qui sont des épidémiologistes, qui sont des infectiologues, qui disent qu'il n'y a pas de risque potentiel pour que ces gens soient ramenés dès lors qu'on les a mis dans des conditions de transfert sans pourtant que les populations. Parce que ce qu'on voit en France, la France a des règles. Si Pape Sarr avait pris le temps de regarder les décisions du Haut Conseil de la santé publique en France, il saura que la France a mis en place les dispositions nécessaires à la préservation de la santé publique, notamment en matière de traitement de ces corps du Covid-19. S'il avait regardé l'avis du Conseil français du culte musulman, suite à un accord, à une audience, lorsque le président de la République française a reçu les obédiences religieuses en France, pour comment prendre en compte les spécificités religieuses dans les traitements des corps, et que même la décision du Haut Conseil au départ, qui était très contraignante, a évolué de manière considérable sur la manière de traiter la gestion du corps défunt de Covid-19. Avant, les autorités françaises refusaient catégoriquement quelque approche. Maintenant, ce n'est plus le cas, dans la mesure où des solutions ont été trouvées pour que les gens puissent traiter ces gens de manière dans de bonnes conditions, selon leurs croyances, selon leur religion, selon leur tradition, et de telle sorte que ces gens-là soient mis dans des conditions de rapatriement nécessaires. À aucun moment, et ça je le dis en connaissance de cause, et je défie quiconque de m'apporter le contraire. Je suis dans ces services préfectoraux. Je vois prendre des décisions passées au jour le jour en matière de traitement de la gestion de ces corps du Covid-19. À aucun moment, et il n'existe aucun texte du gouvernement français, de l'État français, interdisant le transfert des corps décidés du Covid-19 dans les pays d'origine. Ce texte n'existe pas et personne ne pourra me le montrer. Lui, le gouvernement du Sénégal, qui a prétendu, selon Abodouba, en parlant à un de nos responsables du collectif du rapatriement des corps, comme quoi qu'aujourd'hui il se base sur les rapports d'État France-Sénégal, après avoir dit que c'était l'OMS, et comme que tout le monde a contesté leur position en disant que c'est l'OMS qui interdit et que ça ne tient plus, là maintenant ils se retournent vers la France en disant que ce sont des rapports d'État entre France et le Sénégal. Et là aussi c'est des pipeaux, c'est pas vrai. Aucun texte n'existe en France qui interdit le rapatriement des corps.
Parce que tout simplement, la France, de la même manière, il enterre les Covid-19 en France, dans son sol, donc autorise les Covid-19 des décédés de l'étranger à pouvoir rentrer. Pourquoi la Turquie, qui au début avait refusé de rapatrier ses corps, maintenant rapatrie ses corps? Pourquoi le Maroc, qui au début avait refusé de rapatrier ses corps, maintenant rapatrie ses corps? Même Maroc a dit, les corps enterrés, conformément à la loi française, il y a un délai de décence pour pouvoir les exhumer. Donc, une fois que ce délai de décence est passé, coïncidant avec la fin de la pandémie, le gouvernement marocain prendra en charge la quasi-totalité des frais d'exhumation et des frais de rapatriement de ces corps dans son territoire. Au nom de quoi? Et ce qui est étonnant, c'est que le gouvernement du Sénégal se passe derrière un conseil scientifique. Mais on n'a jamais vu ce conseil scientifique à la télévision du Sénégal expliqué. Il n'y a que des ministres qui disent c'est le conseil scientifique qui dit, c'est le conseil de santé qui dit, mais on n'a jamais vu, depuis le début de la pandémie au Sénégal, le conseil scientifique qui aujourd'hui alimente les décisions de l'État, être là à la télévision, expliquer aux Sénégalais pourquoi on prend cette position-là. Mais ils ont peur de quoi? Et que deuxièmement, l'autre aspect des choses, moi ce que je voudrais, c'est que le gouvernement, s'il prend des décisions, ces décisions qui permettent effectivement de sauvegarder l'équilibre des Sénégalais, que ça soit pour tous. Lorsqu'on interdit les Sénégalais de venir au Sénégal, même s'ils sont vivants, on ne prend pas les avions. Que ça soit aussi valable pour tout le monde. Que si on décide aux Sénégalais de ne pas rentrer dans les mosquées, de ne pas rentrer dans les mosquées pour sauvegarder les vies des Sénégalais, que ça soit aussi pour tout le monde, et qu'on applique la décision sur toute l'étendue du territoire. Ce qui n'est pas le cas à Touba. Et je ne vois pas pourquoi on donne une spécialité à Touba, parce que là, aujourd'hui, toutes les maladies du Covid-19 se concentrent à Touba, et qu'aujourd'hui, on a des problèmes par rapport à la contamination, et que les autorités de l'État sont là tétanisées face à la ville de Touba. Qu'est-ce qui se passe? Les gens de Touba sont beaucoup plus citoyens que tous les Sénégalais? Les gens de Touba sont-ils plus citoyens que les gens de la diaspora sénégalaise? Au nom de quoi? Je crois qu'il y a 2 poids et 2 mesures, dans la mesure où aujourd'hui, rien n'empêche effectivement les Sénégalais de pouvoir donc être rapatriés dans de bonnes conditions. Lorsque les Sénégalais sont mis dans un linceul, cette linceul est mise dans une housse hermétique fermée, désinfectée. Cette housse est mise dans un cercueil hermétique soudé à l'aluminium. Ce cercueil hermétique mis dans une caisse vissée, fermée et scellée. Mais cette caisse-là, quand il rentre au pays, il va dans un cargo, il arrive au Sénégal. Les autorités sanitaires de l'État du Sénégal peuvent prendre, et que lorsqu'on dit qu'il n'y a pas... Non, les préfectures ont toujours délivré les documents. Parce qu'au niveau du consulat du Sénégal, il y a tous les documents de la préfecture, il y a tous les actes de décès des mairies qui sont aujourd'hui déposés par les pompes funèbres au sein du consulat du Sénégal pour pouvoir l'autorisation d'avoir le passeport mortuaire pour la police du Sénégal. C'est le gouvernement du Sénégal qui refuse de donner le passeport mortuaire. Aujourd'hui, la seule chose qui manque, c'est le passeport mortuaire. Si les Sénégalais ont le passeport mortuaire, la quasi-totalité des autres documents nécessaires au rapatriement sont disponibles au niveau des fonctionnaires. Donc, et ça, Papsar ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire le contraire. C'est le Sénégal qui refuse. Mais les autres documents l'ont donné. Et je voulais apporter ces précisions-là. Oui. Je suis désolé. Je suis désolé, j'ai été très long. Il y a le micro, Pape, qui ne marche pas. Attends. Pape, ton son n'est pas bon du tout. Ton son est ta connexion a un peu de problème. Ousmane, est-ce que tu veux rajouter un peu pour le temps que Ousmane soit sûr que son volume... J'entends pas bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend pas. Mais Ousmane, par contre, tu dois faire ça. Ouais, moi, vous m'entendez? Moi, je vous entends, c'est pas que vous n'entendez pas bien. Ouais. En fait, moi j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à ce que Mahmoud avait dit sur le cas de Touba. En fait, je pense que Touba n'est pas un pays en dehors du Sénégal. Et le Sénégal n'a jamais décrété interdiction peut-être d'enterrer, que ce soit à Touba, à Tamba ou à Matam. Non. Donc, on est en train de réfléchir sur des corps qui sont à l'extérieur du Sénégal. Et que le gouvernement du Sénégal n'a pas encore pris une décision pour rapatrier ces corps-là. Donc, le cas de Touba peut amener des amalgames, en tout cas, par rapport Non. Je parle du 2 poids et 2 mesures. Lorsqu'on n'est pas souverain. Voilà. C'est tout. Moi, je ne stigmatise personne. Je ne vise personne. Voilà. Non, je parle
je pense que j'ai au fond du niveau et que chacun a fait sa part. Je n'entends pas bien. Excusez, coupé le micro, tu as un raisonnement très mauvais. Ton son est très mauvais et j'ai coupé le micro. Ton son, on le reçoit très mauvais parce que ta connexion est faible. Je m'excuse, du coup, ça faisait un bruit, mais vraiment très, très fort. Du coup, j'ai dû le couper. Mamadou, est-ce que vous m'entendez? Malheureusement, je pense qu'on risque de te mettre un petit peu en attente parce que ton son est en train de passer la débat. Je suis désolé. Donc, Mamadou, sur le plan en fait de la sécurité sanitaire, vous parlez des transferts de corps de Dakar à Touba ou bien... Non, je pas de... Non. J'ai dit que... Je peux préciser, Ousmane. J'ai dit que lorsque l'État du Sénégal empêche les transferts des corps sénégalais à l'étranger au Sénégal en se cachant derrière le risque de contamination, il faudrait que ce même État soit en capacité de gérer les logiques sécuritaires en matière de santé dans son pays, notamment dans des foyers où il y a principalement le risque de contamination du Covid et Touba en est un aujourd'hui des centres principaux de la contamination du Covid-19. Et qu'à ce titre, il y a une certaine légèreté de traitement, de prise en charge de Touba par rapport à cette dimension, à ce risque de contamination sanitaire, alors que l'État est ferme par rapport à la diaspora pour ne pas accepter que la diaspora revienne chez elle. D'accord, j'ai compris. Donc là, ce qu'on va faire, je vais donner la parole à Pafsar. Une seconde, deux, si son micro continue d'utiliser, je suis obligé de le couper. Et du coup, Mamadou nous a fait une transition pour parler de la lutte de Covid-19. Comme ça, on va parler des cas du Sénégal, parce que de plus en plus, on voit que voilà, ça se propage. D'ailleurs, je vois que Pape a dû revenir. Donc, Ousmane, et M. Pape va revenir. Mamadou nous a fait une belle transition en parlant de la lutte de Covid-19. Vraiment des cas communautaires, comme on dit au Sénégal. Aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs cas qui, de jour en jour, voilà, malgré les mesures de couvre-feu, etc. Qu'est-ce que vous pensez-vous de cette situation? Papsar, il n'est pas là. Papsar, il est parti pour son micro. Il va revenir. Si je le revois, je le rajoute. C'est dommage. Il va revenir. Okay. Alors, Ousmane, toi qui es vraiment un peu dans le milieu de la santé, on va dire, on n'est pas sociologue, on voit qu'au Sénégal, quand même, il y a des cas, il y a des guérisons. Bon, je vois que tu es revenu, je vais la rajouter pour voir si ça va aller mieux. Après, le micro, ça va mieux. Il est là. J'ai dû redémarrer pour voir ce qui se passait parce que moi, j'étais sur mute. Non, je ne comprends pas que le bruit soit venu de moi. J'étais sur mute. Sur mute, on ne doit même pas être entendu. Je parlais dans le vide de toute façon. Voilà, j'étais en train de porter la réplique. J'étais en train de porter une réplique. Moi, ce que je dis est très clair, M. Dem. La préfecture délivre un laissez-passer mortuaire. C'est vous qui avez travaillé en préfecture, vous savez ça mieux que moi. Je n'ai pas dit ça. Je dis que le laissez-passer mortuaire... Non, laissez-moi finir. Si vous m'interrompez, vous n'allez pas savoir où je vais, M. Dem. Allez-y. Le Sénégal ne vous donne qu'un document. Le Sénégal vous donne l'accord comme quoi le corps peut être transféré au Sénégal. Tous les autres documents viennent de France. Oui. On est d'accord? Oui. Le certificat de non-contagion vient d'un médecin qui établit à la suite du décès à l'hôpital. Certificat de genre de mort par lequel il dit que le corps n'est pas contagieux. On est d'accord? Oui, c'est la convention IATA qui réclame ça. La convention IATA, c'est une convention qui régit tous les pays, la plupart des pays, en tout cas, qui font du transport aérien. D'accord? Or, vous ne pouvez pas mettre un corps dans un cargo si le cargo ne vous appartient pas. La Turquie apporte des corps en Turquie parce que la Turquie a ses propres cargos et ne se soucie pas des autres papiers. La Turquie peut faire fi des papiers cités par la convention IATA pour ramener ses corps à son pays. Et je vous défie de prouver que le Maroc envoie des corps atteints de Covid-19 au Maroc. Le Maroc, au jour d'aujourd'hui, refuse toujours les corps décédés de Covid-19. Par contre, il finance l'enterrement des corps dans les autres pays. Il faut exactement comme le Sénégal est en train de proposer. Voilà, vous voyez, vous dites des choses que vous ne pourrez de toute façon pas prouver. C'est facile de dire le Maroc fait ça, la Turquie fait ça. Mais qui, à part ces pays-là, le fait dans le monde?
Vous n'allez jamais prouver qu'un Américain mort de Covid-19 ailleurs qu'aux États-Unis va retourner aux États-Unis. Vous n'allez jamais prouver que la France a fait rapatrier des corps de Français morts de Covid-19 ailleurs. Et puis, le Sénégal a un souci d'équité dans cette affaire. Parce que quand vous parlez de cercueils hermétiques bien fermés et tout, mais que faites-vous des Sénégalais qui demain pourront peut-être mourir en Ouganda, au Gabon ou au Zaïre de Covid-19? Est-ce que vous pouvez certifier, vous, Sénégalais de France, que ces corps-là, dans les pays où ils seront décédés, pourront bénéficier des mêmes soins de corps que les corps des décédés de Covid-19 en France? Le Sénégal est d'abord un État. Et quand je vais aussi dire à Ousmane que non seulement le ministre a pris, le ministre, il y a 2 jours, a fait encore une sortie partagée largement dans les réseaux sociaux où il dit que le Sénégal continue de refuser les morts, les décédés de Covid-19 sur son sol jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on en sache plus sur cette maladie. Donc, il y a une sortie officielle. Et de toute façon, le Sénégal a un comité national de gestion des épidémies composé de médecins, de professeurs et d'éminents scientifiques. Et ce sont ces personnes-là qui donnent l'avis au comité de lutte contre le Covid-19. Et c'est à partir de cet avis que les décisions sont prises. Donc, n'imaginez pas que les gens font n'importe quoi comme ça à la tête du client. Vous voyez, nous sommes dans un État, dans une république qui s'appelle Sénégal, qui respecte tout. Mais laisse-moi finir, s'il te plaît. Laissez-le terminer. Nous sommes dans une république, il faut quand même respecter notre république. Vous savez, je vous parle, je suis en France. Je suis en France depuis 25 jours, mais quand même, je suis dans la diaspora et aussi concerné que vous tous. Ça veut dire que si aujourd'hui, je meurs aujourd'hui ou demain de Covid-19, je prends l'entière responsabilité d'être enterré ou incinéré si c'est ça qui est décidé. Et de toute façon, l'État du Sénégal n'a pas dit qu'on doit incinérer nos morts. Il a dit clairement, c'est le sens de la sortie du ministre il y a 2 jours. Les consulats payeront les caveaux et feront le nécessaire pour que vos défunts puissent être enterrés décemment selon les rites musulmans, si c'est de ça qu'ils ont besoin. Alors, je parle en connaissance de cause, je suis moi aussi embarqué. J'ai la même probabilité de mourir dans cette pandémie que chacun de vous. Alors, je ne défends pas pour défendre, parce que moi aussi, j'aimerais bien pouvoir reposer sur la tête de mes ancêtres en cas de mort. Mais il faut quand même respecter. Nous ne sommes pas dans un état normal, nous sommes en guerre. La plupart des pays ont déclaré la guerre. Eh bien, en guerre, quand il y a des morts, on les enterre sur le champ de bataille. Alors, rien ne peut être comme dans une situation normale. Vous ne pouvez pas continuer d'utiliser l'émotion de ces gens qui ont perdu des personnes dans ce Covid-19-là en leur faisant croire que leur État a refusé délibérément de les laisser rentrer au Sénégal. C'est faux, M. Dem. Merci, Papa. Monsieur Dem, avant que vous reveniez, nous avions... Monsieur Dem nous a fait une belle transition. Là, on va, vu que ça fait 48 minutes qu'on débat, on va essayer de parler maintenant de la lutte de la maladie. Au Sénégal, comme vous le savez, on a vu vers des ambulances qui transportaient des clients pour circuler au Sénégal malgré les interdictions. On voit que de plus en plus, on a ce qu'on appelle au Sénégal des cas communautaires. Qu'en est-il aujourd'hui, selon vous, cette lutte est efficace ou pas? Ousmane, à la parole, si tu veux bien. On reste sur le même sujet ou on change on parle là de la lutte, de Covid-19. Au Sénégal, les cas qui continuent de s'aggraver aussi, on peut dire. Oui, bon, pour la lutte, on sait très bien qu'on vit dans une situation exceptionnelle et que chaque État a mis en place un ensemble de mesures pour lutter contre le Covid-19. On s'adapte au fur et à mesure. Souvent, on part sur des hypothèses, sur des hypothèses. Avant le mois de janvier, février, on partait sur est-ce qu'on va confiner ou non. Et en France, par exemple, voilà, on rigolait un tout petit peu en disant que bon, ce virus ne peut pas arrêter le fonctionnement économique, social de ce pays. On ne va pas dire aux élèves de rester chez eux, fermer les universités, c'est absurde. Et, on ne peut pas arrêter, annuler ou suspendre le vote, par exemple. Donc, on ajuste au fur et à mesure et que chacun a un système de défense face à ce Covid. Au Sénégal, on a un mode de vie qui est très favorable pour que le virus puisse s'installer et propager facilement. Un mode de vie, on est toujours ensemble, on vit ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble. Il y a aussi, voilà, dans les daras, dans les quartiers populaires, etc., etc. Donc, les spécialistes
les épidémiologistes et autres, ont commencé déjà à réfléchir sur un aspect très dramatique au Sénégal et partout en Afrique au début. Mais par contre, il y a une part d'irrationalité de la stratégie, de la manière dont le virus se propage aujourd'hui. Quand le virus a entré à Touba, par exemple, imaginez Touba et le Covid à Touba. Au début, premier cas à Touba, on était parti sur d'ici une semaine, il y aura des centaines de cas, il y aura des milliers, il y aura des morts et des morts, parce que le mode de vie de Touba est très favorable pour que le virus puisse propager. Le mode de vie des gens de la banlieue, par exemple, dans les quartiers populaires, etc., c'est très favorable pour que le virus puisse se propager. C'est ce qui explique d'ailleurs aujourd'hui les cas communautaires, ce qu'on appelle les cas communautaires. Donc, on est aujourd'hui dans une phase où on change de tactique au fur et à mesure en fonction de l'évolution, en fait, de ce virus-là. Merci. Oui. Je suis dans la même logique que mon ami Ousmane Ndiaye, qui fait que nous sommes dans des sociétés autant fermées qu'ouvertes, et dont les modes de socialisation ou de cohésion font que les gens sont en permanence ensemble. Et que cette proximité peut être un facteur de risque important, de telle sorte que il y a un risque important depuis maintenant 2 ou 3, 4 jours. On voit une expansion de plus en plus rapide donc du développement des cas communautaires. L'État du Sénégal, avec l'équipe médicale qui était sur place, a au départ mis le paquet sur les cas importés, qui à l'époque était donc à l'origine de l'arrivée du virus au Sénégal. Il se trouve qu'il y a eu un problème lié à des compatriotes qui sont venus de manière clandestine et par des voies terrestres, qui ont passé par des frontières sans pour autant que l'État du Sénégal, au départ, mesure l'ampleur ou la dangerosité de ce processus, même si l'État du Sénégal a mis en place après donc des systèmes de contraintes empêchant cela. Mais néanmoins, l'État du Sénégal a été confronté à des trafics. L'État du Sénégal a été confronté à des contrebandes liées au fait dans les zones frontalières, à ce que les populations donc vivant dans les zones périphériques donc ont été des complices des traversées de certaines personnes qui venaient d'autres pays et qui ont été aussi en partie à l'origine donc du développement de ces cas communautaires dans notre pays. Il y a aussi un autre fait qui est important. Lorsque l'État du Sénégal a mis en place un dispositif sécuritaire lié au couvre-feu et lié aussi à l'état d'urgence, quand l'État a décidé donc la suppression des mouvements de mobilité entre les régions, on a vu aussi des contrebandes, on a vu aussi des comportements de politiciens qui faisaient des pressions sur les gouverneurs. On a eu des gens au sein des préfectures qui trafiquaient des papiers d'autorisation de permis, moyennant 25 000 francs, 30 000 francs, pour permettre aux gens de quitter leur ville ou leur région pour aller dans une région à une autre. Donc je crois qu'il y a cet état d'esprit aujourd'hui au Sénégal de défiance de l'État, de ne pas respecter les décisions de l'État, de se mettre en marge de l'État et de faire ce qu'on veut en ne respectant pas la loi. Mais quand il y a un problème, tout le monde fuit ses responsabilités en voulant rejeter tout à l'État. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Quand on dit que l'État, ce qu'il dit, man duma ko topato, duma ko nangu, duma ko déglu, leneen lay déglu, leneen li su la jàppee, waroo wax nguur gi pour le dara. Il faut que aussi les gens en arrivent là. Parce que lorsqu'on veut revendiquer des droits, à un moment donné, il faut aussi savoir qu'on a des devoirs. Ces droits-là correspondent à des devoirs, et que ces devoirs sont ceux qui pourront permettre au Sénégal de mettre en place des mesures idoines, de telle sorte que le virus ne soit pas en capacité de se propager comme il le fait aujourd'hui. Et il y a une menace importante. Aujourd'hui, il y a des foyers centraux donc du Covid-19 au Sénégal, Dakar, avec sa banlieue, Touba, et tout ce qui tourne autour de Touba. Et il y a Mbour aujourd'hui qui est en train de devenir un foyer important, et d'autres régions qui sont devenues des foyers importants. Il y a encore des régions périphériques. Tambacounda a commencé à en avoir. C'est la région du Nord, pour le moment, qui n'a pas encore vécu. Parce que là aussi, il y a le comportement des populations. Nous, je donnerai un exemple bien précis. Lors du 4 du Rajab, il y a eu pas mal de commerçants qui étaient dans la vallée du fleuve Sénégal, notamment dans le département de Podor et dans la région de Matam,
qui, malgré les supplications des gens qui ne partent pas avec le risque de contamination, eux ont dit ñun on a dañuy dem parce que ñun suñu sëriñ la ñuy déglu dañu déglu lu nguur gi di wax. Ils sont partis. Mais malheureusement, quand ils sont partis, les foyers donc, ont commencé à se développer au niveau du Touba. Mais c'est nous, dans la diaspora ici, parce que nous connaissions ces commerçants qui étaient dans nos villages. Et ce sont les populations villageoises elles-mêmes qui sont parties voir les préfets. Ils ont dit au préfet que si ces gens-là qui sont partis, et s'ils reviennent ici, tout ce qui leur arrive, tu es responsable. Et c'est nous-mêmes qui avons appelé ces commerçants, qui étaient nos boutiquiers. On leur a dit, vous restez là où vous êtes. Parce que si vous rentrez chez nous pour propager là-bas le risque de la maladie, tout ce qui vous arrivera là-bas, vous êtes responsable. Donc il y a eu des gens dans des divers coins du Sénégal, que ce soit en Casamance, que ce soit dans la région du centre, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Louga par exemple, avant qu'il y ait ces problèmes-là, à Saint-Louis, il y a eu des gens qui ont pris leurs responsabilités. Ce sont des citoyens qui ont pris leurs responsabilités en disant non. Donc je crois qu'à partir de ce moment donné, il y a aujourd'hui au Sénégal des comportements de défiance vis-à-vis de l'autorité de l'État. Et ce sont ces comportements de défiance vis-à-vis de l'autorité de l'État qu'il faudrait combattre, parce qu'ils peuvent être porteurs de la propagation du virus au Sénégal, amener les citoyens à ne plus obéir à l'État, à obéir à d'autres pôles de décision et de compétences en dehors de l'État, et ce qui est dangereux. En plus de cela, c'est aussi le comportement des politiques vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs sociaux au niveau du Sénégal, qui se sentent privilégiés, qui se sentent impunis, parce que lorsque l'État dit on ferme les mosquées, on ferme les lieux de culte. L'Église catholique sénégalaise a fermé tous ses lieux de culte, sans exception. Pourquoi les musulmans ne ferment pas leurs lieux de culte, comme l'a fait l'Église catholique? Ils sont plus respectés que Dieu, que l'Église catholique. Pourquoi le milieu païen sénégalais, à l'unité sénégalais, qui est en Casamance et qui est dans la zone Sérère, qui est au Fouta, dans certains villages Chibolo, qui est en Casamance dans la zone de Nyonkorokoba au niveau des Passani. Pourquoi ils ont suspendu leur procession traditionnelle jusqu'à ce qu'on dépasse cette pandémie-là. Et pourquoi les musulmans ne veulent pas respecter cela? Ne veulent pas respecter l'autorité de l'État? Merci, monsieur Dem. Monsieur Dem, merci. On va dire à Papsar. Papsar, êtes-vous satisfait de la lutte en ce moment au Sénégal? Comment vous pensez on va dire que beaucoup de zones maintenant du Sénégal sont frappées par la pandémie. Vous êtes satisfait, monsieur Sarr, de cette lutte? Merci Ibra Khadi. Pour ma part, je ne vais pas m'étendre sur le processus et sur la manière de lutter de notre État. Je considère que l'État du Sénégal a la tâche régalienne de faire face à ce Covid-19-là et doit trouver les moyens idoines pour prémunir les populations de la maladie. Voilà ce que j'en dis. Et je pense que l'État fait bien son job. Vous savez, je tombe des nues quand je viens d'entendre Mamadou Dem dans son discours. Je suis tellement d'accord avec lui dans ce qu'il dit. Et quand il dit que la meilleure façon d'aider l'État à réussir son pari de lutter contre le Covid-19 et de le bouter hors du Sénégal, c'est d'abord de respecter les décisions de l'État. Non, je vous ai entendu, monsieur Dem. Et je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais quand on... Dans la salle de bain, il y a des personnes. C'est pas chez moi. Allez-y. Voilà, donc j'aurais souhaité que M. Dem aille jusqu'au bout de sa logique et adopte cette procédure pour tout. Je veux dire, l'État du Sénégal est un État qui a le souci de la protection des citoyens sénégalais. C'est son rôle. Et il doit s'atteler à nous protéger, urbi et orbi. Quoi qu'il arrive. Et je pense qu'il le fait bien. Je pense qu'il n'y a aucun pays aujourd'hui qui a la solution miracle et qui peut dresser le tableau de la meilleure lutte contre le Covid-19. Il y a des gens qui ont agité le spectre des plateaux médicaux. Je dois leur rappeler que les États-Unis ont un excellent plateau médical. Ils font le plus de morts. Sur les 200 et quelques mille morts aujourd'hui de Covid-19, au moins le quart est mort aux États-Unis. Donc, ce n'est pas une histoire seulement de plateau médical. Oui. Moi, je suis d'accord que M. Dem, c'est qu'il dit que l'État, il ferme certains lieux, mais dans d'autres endroits, on ne respecte pas. Donc là, oui, mais Ibrahim Khadi, je l'ai entendu. Il faut pas me couper. Il faut faire comme avec Dem quand il parle. Il faut me laisser finir. J'ai entendu ce que Dem a dit. Tu as bien remarqué que tout à l'heure, il a parlé de Touba. J'ai fait semblant de ne rien entendre. Je suis petit-fils de Serigne Mbaye Sarr et donc je suis très attaché à Touba. Mais j'ai préféré faire comme si je n'avais pas entendu parce que c'est de l'amalgame. Et de la même façon... Non, il faut éviter les amalgames. Vous savez,
Vous savez, Pape Sarr, t'es pas sérieux. Pape Sarr, t'es pas sérieux en disant ça. Non, laisse-moi. La mairie. Si vous voulez que le débat soit intéressant, il faut qu'on s'écoute. Même quand quelqu'un dit quelque chose qui ne vous plaît pas, souffrez que la personne aille au bout de son analyse. Allez, vas-y, je répondrai. C'est pas intéressant quand on est coupé chaque fois. Je suis le seul à être coupé ici. Laissez-le parler. J'étais en train de dire que tout à l'heure, j'ai fait semblant de ne pas entendre parce que comme il a parlé de Touba, peut prêter à des amalgames et je n'ai pas voulu étendre ça. De la même façon, quand on dit pourquoi l'église catholique a fermé et que les musulmans n'ont pas fermé, on raconte un peu n'importe quoi aussi. Parce que moi, je connais des mosquées. Je connais des mosquées qui ont été fermées avant même que l'église catholique ne fasse sa déclaration de fermeture de l'église. Il y a quand même un fait, c'est qu'au Sénégal, il y a plus de mosquées que d'églises. C'est tout. Et c'est difficile. Les Sénégalais, par nature, sont des gens très têtus et ils n'obéissent pas tout de suite à leur État. Et si on commence à demander aux gens d'obéir à l'État, il faut commencer soi-même à respecter ce processus. C'est ça que je veux dire. Il faut obéir à l'État dans sa lutte sur toutes les coutures. Nous sommes en guerre, ça ne peut pas être une période normale. En guerre, on écoute son État et on ne contredit surtout pas. Voilà ce que j'avais envie de dire. Moi, pour la lutte, je fais confiance au comité de gestion, au comité national de gestion mis en place pour lutter contre notre épidémie. Je pense qu'ils font un excellent travail pour l'instant. C'est vrai que les choses font de plus en plus peur, mais je continue d'y croire et je pense que si tous les Sénégalais respectent ce qu'on leur prodigue de faire, et si tout le monde respecte les choses qui sont dites, peut-être qu'on arrivera au bout de la maladie. Maintenant, j'ai peur parce que je connais le Sénégalais, il a tendance à dire tout et son contraire. Et ça, ça pose problème. Ah bon, ça. Merci, Pape Sarr. Ousmane, tu vas rajouter un dernier mot? Oui, je dirais que les acteurs religieux ont adopté la même stratégie que les acteurs politiques au début. Donc, minimiser la maladie au début. Bon, on ne va pas fermer les frontières parce que, voilà, l'économie va s'arrêter. On ne va pas fermer les écoles, etc. À un certain moment aussi, les acteurs religieux ne croyaient pas trop aussi de cette maladie et ils banalisaient en quelque sorte la dangerosité de cette maladie. Donc, il y a une faille dans la communication sur la maladie, sur la dangerosité de la maladie. Et ça, c'est partout dans le monde, hein, en France, au Sénégal et partout. Même aux États-Unis, vous voyez bien avec Trump au début. Donc, on est dans cette situation au début. Et maintenant, je pense que ce soit les mosquées, les églises, donc chacun a pris une certaine conscience de la dangerosité de la maladie. Il y a M. Dem qui parlait du respect des droits et des devoirs. Je pense que si vous faites allusion, par exemple, à la catégorie sociale peut-être les gens de la banlieue et autres, c'est ce qui ne respectent pas les consignes données, les consignes à respecter pour freiner la propagation de la maladie. Derrière, il n'y a pas un accompagnement significatif pour que les gens puissent arriver à prendre conscience de cela et faire des actes. On peut même quand même saluer l'action des acteurs associatifs, des acteurs communautaires en dehors de Dakar. Vous voyez, dans certaines communes, il y a des acteurs associatifs qui se battent tous les jours pour au moins arriver à apporter quelque chose, accompagner la population, être beaucoup plus créatif parce qu'on est dans une situation d'innovation, parce qu'on est en face de quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à maîtriser. Donc, il y a une certaine créativité. Des gens se créent des manières de laver les mains, des manières d'accompagner, etc. Un discours qui permet quand même de freiner considérablement la propagation de la maladie. Donc, on peut quand même nuancer un peu les discours et ne pas toujours stigmatiser cette population-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, à la fin de cette épidémie, je pense qu'on a un travail intéressant à faire, un travail d'adaptation, de réorganisation, de donner plus de considération à ces publics-là, de mieux les accompagner, d'avoir une certaine reconnaissance et d'adopter une justice sociale en quelque sorte. Merci. Je pense que je vais aussi demander, merci à Ousmane pour ce
Je pourrais apporter une précision, Ousmane, un peu, s'il vous plaît. Bien sûr. Allez-y, monsieur Dem. Je n'ai pas amalgamé ni stigmatisé les gens qui sont dans les quartiers populaires. Quand j'ai parlé des droits et des devoirs et de l'équité entre les citoyens, je parlais de tout le monde. Dans les quartiers aujourd'hui UP de Dakar, les consignes ne sont pas aussi respectées. Hein. Il n'y a pas qu'à Guédiawaye ou à Pikine ou à Kermassar ou ailleurs à l'intérieur du Sénégal. Quand vous allez à Dakar Plateau, vous allez jusqu'aux Almadies, c'est facile de constater que les consignes de l'État ne sont pas respectées. Et là, ce sont des gens qui sont dans les privilèges, qui sont très haut placés, qui sont dans le système, qui sont là-bas. Donc moi, quand j'ai parlé de droits et de devoirs, je ne vise pas une population quelconque, je vise tous les citoyens. Lorsqu'on dit effectivement il y a une décision qui est destinée à protéger tout le monde, je crois qu'à tous les niveaux, quelles que soient les positions sociales que chacun de nous a par rapport à sa manière de vivre, il y a d'abord une autorité de l'État qui a pris une décision à l'intérieur d'une nation qu'il faut prendre. Maintenant, l'autre amalgame auquel Pape Sarr voulait me conduire, mais Ousmane Ndiaye comme Pape Sarr, Touba, kenn moomu ko Sénégal yëpp ñoo bokk Touba. Sénégalais yëpp ñoo moom Touba. Sénégalais yëpp ñoo moom Serigne Touba. Sénégalais yëpp ñoo moom Khadimou Rassoul. Khadimou Rassoul n'appartient pas à une famille ni à une communauté quelconque. Il appartient à tous les Sénégalais. Moi-même, moi qui vous parle, la mère de Mme Diarra Bousso vient de chez moi. La mère de Mme Diarra Bousso, c'est la petite fille de Ndiobo Amadou Sambidi Belle de Jama Alwali. Ma famille. Donc, je suis lié jusqu'au cou avec Serigne Touba. Donc, lorsque on ne peut pas avoir d'exclusivité, d'appropriation du statut de Serigne Touba ou de la ville de Touba, qui appartient à tous les Sénégalais, et quelle que soit leur origine culturelle, compte tenu du métissage sénégalais et de l'interculturalité que nous avons entre nos différentes communautés. Je crois qu'il faut aussi qu'à un moment donné, que les gens aussi comprennent ça. Il n'y a pas d'exclusivisme, d'appropriation d'un statut de Touba ou par rapport à Serigne Touba ou par rapport à d'autres. Sénégalais, nous sommes Touba, nous sommes Serigne Touba. Ça, c'est un. Je voulais apporter cette clarification-là. Au-delà de ça, voilà, au-delà de ça, je crois qu'aujourd'hui, nous, dans la diaspora, on a fait notre devoir d'accompagner nos familles qui sont restées au pays. Certaines zones périphériques ne sont pas touchées par la pandémie, parce qu'on sait, à partir de la diaspora, il y a eu un travail considérable qui a été fait en direction des familles. Mais aussi, à partir de la diaspora, moi, je peux témoigner que dans la région de Tambacounda, comme dans la région du département de Bakel, comme dans la région de Matam, des gens ont appelé leurs enfants qui sont à Dakar, qui sont à Mour, qui sont à Thiès, qui sont à Ziguinchor en disant « Restez là-bas, ne rentrez pas chez vous ». Il y a eu des jeunes dans le département de Kanel qui sont passés par le Ferlo, par des voies détournées pour rentrer. Mais quand leurs familles ont appris qu'ils étaient à Sidi Bamambé, ces familles sont allées les trouver là-bas en disant « Vous rentrez, d'où vous venez, vous ne rentrez pas dans les villages ». Donc si les citoyens déjà dans les zones périphériques peuvent avoir ces comportements-là, il n'y a pas de raison qu'au niveau urbain, où effectivement il y a une très grande concentration urbaine, où les risques de propagation sont beaucoup plus nombreux, que les gens ne peuvent pas avoir cette intelligence. Que l'État, en lien avec les collectivités territoriales, comme l'a dit Ousmane, en lien avec les acteurs sociaux, les acteurs communautaires, permettent à ces acteurs communautaires et aux collectivités d'avoir les moyens matériels et légaux d'intervention auprès des populations pour les sensibiliser, pour les accompagner et pour les permettre effectivement de faire face à cette maladie-là. Monsieur Dem, merci beaucoup, Monsieur Dem. Mais je vais vous demander, s'il vous plaît, il nous reste encore deux thèmes, c'est-à-dire la transparence de l'aide. Vous savez que le Sénégal a mis en place force Covid. Il y a aussi 12 milliards pour la diaspora. Si vous voulez dire qu'on passe de l'autre, on va parler de l'aide rapidement et essayons de résumer, parce qu'on a déjà 1h08 là. La transparence de l'aide. Beaucoup de Sénégalais, en tout cas, ont souhaité que le comité qui va être chargé de distribuer cette aide soit transparent. Que vous pensez-vous de cette aide aujourd'hui mise en place? Et pour terminer, on parlera en tout cas d'une crainte du Sénégal. Je te laisse la parole. Comment tu penses en tout cas de cette aide mise en place par le gouvernement sénégalais? Surtout d'abord, je salue l'aide. Je salue. Vous savez, pour moi, c'est tout simple. Vous savez, pour moi, c'est tout simple. J'applaudis et je suis scrupuleusement les actes de l'État. Je suis un soldat, Ibrahim Diagne. Je suis un soldat, moi, et un bon soldat. Quand je considère que ce qui se passe est une guerre, je reste le soldat que je suis et je n'obéis qu'aux ordres. Et les ordres de l'État ont consisté à dire que la diaspora était en souffrance. Ils sont bien placés pour le savoir parce que le tableau de bord qui leur permet de voir les flux financiers en direction du Sénégal venus de partout de la diaspora ont montré qu'il n'y avait plus assez d'envois que ça, et ça, c'était lié au fait
que ces pourvoyeurs de fonds étaient à l'arrêt. Et à partir de l'instant où les Sénégalais de la diaspora ne sont plus capables d'aider leur famille, il y a double problème. Il y a un problème d'abord au niveau de ces Sénégalais qui ne sont plus en capacité d'aider, mais il y a aussi un problème au Sénégal avec les familles qui reçoivent l'aide et qui survivent grâce à ça. Donc l'État a bien fait de subvenir un peu, en tout cas relativement aux besoins des Sénégalais de l'extérieur dans une période un peu spécifique. Et bien des gens ont élevé la voix pour dire que cette aide pouvait peut-être servir à redorer le plateau médical au Sénégal ou je ne sais pas moi, faire des choses pour la diaspora en termes de banque ou autre chose. Je pense que le problème, il n'est pas là. L'État du Sénégal a pris des actions et des mesures dans une période anormale. Voilà, dans une période anormale. Et aujourd'hui, je pense que tous ceux qui disent que les Sénégalais de l'extérieur n'en ont pas besoin ne voient midi qu'à leur porte. C'est des gens comme vous et moi qui sont peut-être un peu à l'abri et qui pouvons survivre si l'État du Sénégal ne nous aide pas. Et derrière, ils oublient toute cette population de Modou et de Fatou qui a besoin d'aller faire le marché, qui a besoin de sortir tous les jours, sans quoi la pitance n'arrive pas. Et ben, je félicite là aussi l'État du Sénégal et je suis convaincu que ces 12,5 milliards serviront. J'espère. Moi, j'ai alerté, j'ai fait partie de ceux qui ont alerté en disant, et c'est bon des fois d'alerter, de dire, attention, vous vous adressez à la diaspora, faites en sorte que les vraies nécessités dans la diaspora touchent à l'aide. Parce que si vous faites n'importe quoi et que vous ne veillez pas à la meilleure façon de distribuer et de cibler et d'identifier les Sénégalais qui sont nécessiteux, vous risquez de faire, il y a un risque qu'il y ait mal donne, d'autant plus qu'aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais n'ont plus confiance à leurs consuls à cause de cette histoire de consuls qui ont des appartenances politiques et c'est le cas dans la plupart de nos consulats du Sénégal à l'extérieur. Donc, moi, j'ai attiré l'attention sur des médias qui m'étaient tendus, qui m'ont donné cette opportunité. C'est tout ce que j'avais à dire et je l'ai dit quand il fallait. Maintenant, je respecte les positions de l'État. J'estime avoir dit ce que j'avais à dire. J'espère que la distribution se fera dans les règles de l'art. Voilà, et surtout la question de la transparence. Moi, j'ai pas compris. La question est de savoir que les Sénégalais demandent que cette aide soit bien utilisée, c'est-à-dire aller là où il doit aller. Oui, mais les Sénégalais ne doivent pas crier avant d'avoir mal. Ils doivent le dire. Et une fois que c'est dit, il faut laisser maintenant faire et on évaluera après. De toute façon, rien ne se passera qui ne soit pas évaluable dans cette diaspora. Donc, si jamais ceux qui sont chargés de faire cette distribution le font mal, ben on pourra le dire. Mais il ne faut pas commencer à crier pendant que le match se déroule. Il faut laisser les consuls et les ambassades qui ont le rôle réel de s'occuper de cette aide, qui sont les seuls à devoir choisir avec qui ils le font, le faire et bien le faire. Si après coup on évalue et qu'on se rend compte qu'ils l'ont mal fait et qu'ils n'ont pas associé les gens qu'ils devaient associer, l'heure viendra, un jour, le temps viendra pour qu'on évalue ça et que ce temps-là permettra aux gens de crier et de mettre le doigt sur la plaie s'il y a des plaies. Merci Ousmane. Vous voulez rajouter quelque chose, Ousmane? Concernant l'aide. Exactement. Oui, moi je pense que c'est une bonne chose de débloquer un montant aussi important pour la diaspora. C'est une question de reconnaissance aussi vis-à-vis des Sénégalais qui vivent à l'étranger. On attend bien sûr que cette aide soit bénéfique aux sans-papiers, par exemple, aux étudiants, les familles qui sont dans le besoin aussi. Et voilà, et surtout, on peut aussi s'appuyer sur cette aide pour organiser le rapatriement des corps, par exemple. Donc, on peut pas mal évoquer pas mal d'idées pour utiliser en fait cette enveloppe-là. Malheureusement, ce qui est difficile concernant ta question de la transparence, on n'a pas d'outils qui permettraient une distribution juste et équitable concernant cette aide-là. Le Sénégal ne connaît pas le nombre de Sénégalais qui vivent à l'étranger, le nombre de familles qui sont en difficulté, le nombre d'étudiants, le nombre de sans-papiers, etc., etc. Donc, à l'absence de cet outil-là, donc la transparence est extrêmement difficile de dire que vous aviez 12,5 milliards, vous l'avez mis où? Et ce qui est valable ici est valable aussi au Sénégal. Pour qu'une aide soit, une distribution soit transparente, équitable et juste, il faut des outils qui permettent de dire qu'il y a tant de Sénégalais qui sont dans le besoin et je leur transfère
peut-être bon, n'importe quel moyen de distribution en tout cas, mais il faut un outil qui nous aide, qui peut nous aider à assurer une certaine transparence. Ousmane, il y a des gens qui nous demandent de parler wolof, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui comprennent pas le français. Souvent, quand on fait ce débat, on est un peu entaillé entre IK News aussi, toutes les personnes qui ne sont pas sénégalais le suivent. Donc, si on parle avec wolof, on les exclut et en même temps, on veut satisfaire la demande de ces Sénégalais. Donc, vous êtes libre de parler wolof comme français. Voilà, monsieur Dem, vous voulez rajouter quelque chose? Oui. Je suis en phase avec ce qui a été dit et à l'aise là-dessus dans la mesure où moi, quand l'État du Sénégal met en place des décisions qui ne me semblent pas aller dans le bon sens, je les dénonce. Et lorsque l'État du Sénégal met en place des choses qui vont dans le bon sens, je les accepte et je les applaudis, je les valorise. C'est ça le souci d'équité. Tous les citoyens, quels qu'ils soient, ils sont en droit de contester les décisions de leurs États si ça ne leur convient pas. Parce que si ce n'était pas eux, les États ne seront pas là. Les chefs d'État ne seront pas là, les ministres ne seront pas là, les députés ne seront pas là. Ce sont les citoyens qui ont délégué leur pouvoir à ces gens. Et lorsque ces gens-là travaillent dans des conditions qui ne satisfont pas les citoyens sont en droit de contester et de refuser. Ça, c'est le premier élément d'éclairage. L'autre aspect des choses, je suis pour cette aide en direction des diasporas sénégalaises. Si on pouvait faire plus, on aurait pu faire plus. Mais en l'état, compte tenu que l'État du Sénégal, avec ses moyens, sa situation, compte tenu du risque financier que constitue la maladie du coronavirus, ne pouvait faire que ce minimum de 12,5 milliards en direction des diasporas. Parce que tout le monde dans la diaspora n'est pas dans le besoin. Il faut qu'on soit honnête. Tout le monde dans la diaspora n'est pas dans le besoin. Ce qu'a dit Ousmane, si on avait des outils de quintessence de la sociographie donc des diasporas sénégalaises, ça aurait aidé à mieux clarifier les choses, à avoir une transparence dans les formes de distribution et d'attribution de l'aide. Seulement, on a vu donc des dotations, le gouvernement donc a doté donc les pays en fonction du nombre de consulats généraux qu'il y a dans les pays. C'est ce qu'a dit Amadouba. En fonction des 64 consulats généraux qu'on a dans les différents pays, donc les dotations ont été faites. La France a 3 consulats généraux, en dehors des bureaux consulaires et des consulats honoraires. Donc, ce qui fait que la France est l'un des pays qui a une des dotations les plus importantes. Compte tenu qu'il y a, en dehors de l'Italie, je crois, et de l'Espagne, la France est le pays qui a le plus de consulats généraux sur son territoire. Quand l'argent a été mis en place, on a entendu à plusieurs niveaux donc des ambassadeurs annoncer ce qu'ils ont reçu du ministère, sauf celui de la France. Alors que la France faisait partie des premiers pays qui a reçu donc la dotation de la première tranche, parce que la dotation se fait par tranche. La dotation de la première tranche qui a été faite, donc la France a été l'un des premiers pays, parce que la France, en termes de démographie migratoire, est un pays important. Après, donc, au niveau européen, c'est la France, l'Italie et l'Espagne. Alors qu'au niveau africain, la Côte d'Ivoire, la Gambie battent à plate couture le nombre de Sénégalais qui sont dans ces pays-là, qui sont le triple ou le quadruple de ce qu'on a en France ou bien dans les autres pays européens. Donc, l'Italie, l'Espagne et la France réunies ne font pas le nombre de Sénégalais qui sont en Côte d'Ivoire. Et au niveau de la Gambie, c'est pas proportionnel par rapport à ce qui est au Congo et ce qui est au Gabon. Maintenant, la question qui se pose, quelle forme de transparence peut-on mettre en place? J'ai écrit il y a une semaine, avant que le consul général lui-même lance ce communiqué, c'est moi qui ai interpellé dans un article que j'ai sorti dans les médias sénégalais, pourquoi la représentation diplomatique et consulaire française, sénégalaise en France, ne publie pas le montant des dotations obtenues, ne publie pas la liste des commissions mises en place et ne publie pas les critères de sélection des gens qui seront donc bénéficiaires du Covid-19. C'est le surlendemain de mon article dans les médias sénégalais que le consul général du Sénégal a sorti son communiqué, que la responsable du bureau consulaire de Bordeaux a sorti son communiqué avec sa composition. Et à ce jour, Lyon et Marseille n'ont pas sorti leur communiqué pour nous dire combien ils ont reçu et pour nous dire quelles sont les commissions qui ont été mises en place pour pouvoir gérer ces fonds à partir des circonscriptions consulaires de ces différents consulats généraux. Donc, c'est ça, ce n'est pas le fait que l'argent n'est pas juste, c'est le risque qu'il y a autour de l'utilisation de l'argent et la manière aussi de détournement, parce qu'on sait ce qui se passe au Sénégal, on sait comment ça se passe. Nous avons vu à travers le FES ici en France comment ça s'est passé,
avec donc l'utilisation du FaIS à des fins politico-politiciennes, alors que tout le monde, au vu de cette expérience-là, n'a pas voulu de ça. Moi, je crois que j'approuve à fond cet argent, l'essentiel que ça va, et je crois que, en tout cas au niveau de la circonscription consulaire de Paris, les choses semblent aller dans le bon sens. La commission, telle qu'elle a été mise en place, telle qu'elle a été publiée, nous connaissons les gens qui sont là-bas, nous connaissons leur probité. Il y a les agents consulaires qui sont compétents, qui couvrent aujourd'hui le dossier. Il y a donc des gens qui sont en capacité demain de pouvoir rendre compte. Et ce sont des gens qui demain n'accepteront pas d'être corrompus pour détourner l'argent pour que cet argent aille ailleurs. Parce que leur honnêteté et leur dignité valent plus que ça. Donc pour nous, c'est déjà encourageant de manière importante et nous en félicitons le consul général du Sénégal. Au-delà de cela, il y a maintenant le choix aussi des attributions, l'aide apportée aux familles défuntes de coronavirus ou hors coronavirus. Les Sénégalais qui sont venus ici en France pour d'autres raisons qui ne sont pas des migrants, mais qui ont été bloqués et qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de survie en France, le fait de les aider, les étudiants non boursiers, les chômeurs et les malades du Covid-19 dans cette première tranche, je crois que ça va dans le bon sens et j'encourage cela. Très bien, merci beaucoup. Je vois que vous avez fermé votre micro, donc ce n'est pas moi qui vous a fermé le micro. Pape, je pense que vous avez fermé votre micro, on ne vous entend pas. Pape Sarr, il faut enlever votre micro. Voilà, nickel. Remettez-le parce que vous l'avez enlevé tout à l'heure. Voilà, là c'est bon, Pape, vous avez la parole. Oui, exactement. Oui, excusez-moi, j'ai fait mute pour ne pas perturber quand les autres parlent. Mais exactement. Vous savez, j'entendais, mais des fois, je ne peux pas m'empêcher de sourire parce que Dem pense vraiment que les gens fonctionnent avec sa minuterie et que c'est en fonction des courriers qu'il envoie que les choses se passent. Mais vous vous trompez, M. Dem. Arrêtez de penser de vous donner cette importance-là. L'État du Sénégal ne vous écoute pas pour marcher. Pape Sarr, je ne vous attaque pas, même si je ne suis pas d'accord avec vous. Laisse-moi finir. Vous voyez que je n'étais pas d'accord quand vous parliez, mais je vous ai laissé finir. Je n'étais pas d'accord quand vous parliez. Vous savez, le problème avec les gens, c'est qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, même si tu n'es pas d'accord, ça te fait mal, mais tu acceptes. Mais quand, à partir de l'instant où tu commences à dire des choses qui ne les agréent pas, ils vous coupent. C'est pas possible. Vas-y. Hein? Vas-y. Je peux vous assurer que je connais très bien monsieur l'ambassadeur du Sénégal à Paris. C'est un monsieur consistant, un diplomate chevronné, qui n'a pas besoin d'attendre que vous ayez fait un courrier pour savoir quoi faire. Et de toute façon, les gens font des choses sérieuses pour l'instant, on n'a pas grand-chose à dire. Je suis heureux de vous entendre dire que vous êtes d'accord avec la commission. Vous savez, pourtant moi, j'ai alerté avant même que la commission soit montée, mais moi, mes cris, même si ça peut paraître des cris d'orfraie, ont conscience, c'est pour dire aux gens, avant que les choses soient faites, attention, faites bien les choses. Attention, nous vous observons. Attention, il y a des gens qui vont évaluer derrière. Attention, l'heure viendra de l'évaluation. Voilà moi le sens de mon discours. Et je crie comme vous. Mais à partir de l'instant où les gens ont pris des décisions, laissez-moi finir, M. Dem. Vous n'allez jamais entendre ce que je dis. À partir de l'instant où les gens ont pris des décisions, ce sont ces gens-là qui ont été choisis pour conduire les choses. On les écoute. Il faut attendre qu'ils soient allés au bout du processus avant de vous mettre de contester. C'est ça que je veux vous dire. Pourtant là, vous avez l'air de dire que vous êtes d'accord avec la commission. Je connais des gens qui sont très proches de moi. Vous connaissez M. Djanka, Mohazi Djanka. Je ne veux pas citer de nom. Mais il y a quelques jours, on était en train de discuter sur Facebook sur justement cette commission-là. Il n'est pas d'accord avec la commission. Oui, mais vous ne pouvez rien faire en mettant tous les Sénégalais d'accord. Vous prenez vos responsabilités et viendra le temps de l'évaluation. Voilà comment les choses se passent. Arrêtez de croire que l'État fonctionne avec vos courriers. L'État, vous auriez écrit, l'État n'aurait pas fait. Vous avez fait je ne sais pas combien de courriers pour alerter quand on a dit que les corps ne doivent pas venir. Vous savez combien de courriers j'ai fait, moi? C'est pas important. L'État ne se soucie pas de Pape Sarr a écrit ou M. Dem a écrit. L'État fait ce qu'il doit faire parce que c'est son rôle de le faire. Pape Sarr, je suis modérateur, mais je trouve que vous faites trop de rentes dedans. Vous faites trop de montage à la culotte à notre tonton. Pape Sarr, là, il est venu aujourd'hui rentrer dans, il est venu pour rentrer dans M. Dem. Et on va juste parler. De nos jours, aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes. On va passer au dernier temps parce qu'on est 1h24 de débat. 1h24 de débat. Donc, ce qu'on va faire là, si vous voulez bien, on va juste parler maintenant des inquiétudes. Des inquiétudes d'une crise économique mondiale, planétaire, y compris au Sénégal. Le chômage, il y a beaucoup de personnes qui ne travaillent pas. Vous savez, même les modules qui sont ici en Europe, ils ne peuvent pas sortir pour travailler. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne fonctionnent plus comme avant, partout dans le monde.
est-ce que vous, de votre côté, vous êtes confiant ou vous pensez vraiment qu'on peut se diriger vers une crise économique mondiale? Ousmane, je te laisse la parole parce que les deux, ils ont sauté le plateau tout à l'heure. D'accord, je pense que pour les inquiétudes, on peut aborder peut-être une réflexion macro-sociologique. Ce que nous partageons tous, ce que tous les pays aujourd'hui, l'inquiétude, c'est l'économie. Comment redémarrer l'économie? Dans le langage politique français, on parle de nouveau monde. Comment réorganiser les choses? Comment réorganiser les choses? Donc, on est en face d'une situation sanitaire très critique, très dramatique. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. L'État sénégalais a mis en place des mesures, bien sûr que des mesures très, très intéressantes, que ce soit confinement, état d'urgence, etc. Je ne vais pas lister toutes les mesures, mais il y a des conséquences, il y a des impacts en fait sur ces mesures-là. Prenons l'exemple peut-être de l'enseignement, l'éducation par exemple. Les enseignants sont aujourd'hui sont à domicile et attendent des décisions importantes de la part de l'État pour reprendre peut-être l'école. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Donc ça pose un problème et ça aussi on peut constater des impacts sur peut-être les enfants qui ont des familles modestes, des familles pauvres, des familles qui ne peuvent pas peut-être utiliser les dispositifs d'éducation mis en place. Il faut Internet, donc ces aspects sociaux-là sont très importants à tenir en compte. Surtout, peut-être on peut aller à la banlieue ou en milieu rural, il faut avoir de l'Internet, il faut peut-être avoir une machine pour suivre des cours à distance, ou payer un enseignant, payer quelqu'un qui accompagne les enfants, etc., etc. Donc, il y a un déséquilibre social, une certaine inégalité. Donc, la crise va faire naître en fait une certaine inégalité sociale chez les Sénégalais. Les Sénégalais qui sont plus à l'aise vont peut-être mieux accompagner les enfants, les élèves, les étudiants, etc., etc. Ceux qui ne sont pas en mesure peut-être de payer un cours particulier ou de faire recours à des éléments technologiques, numériques pour que les élèves puissent au moins revoir les cours, faire des cours à distance ou voilà, surfer un tout petit peu pour améliorer leurs connaissances. Ils ne peuvent pas le faire. Leurs parents également restent à domicile. Les petits banabana, les petits commerçants qui se débrouillent quotidiennement pour apporter quelque chose à la maison ne peuvent plus le faire. L'État va les aider, peut-être un sac de riz ou 2 sacs de riz ne peut pas satisfaire une famille urbaine, par exemple. Donc, on ne peut pas satisfaire une famille urbaine. Quand est-ce que ça va finir? On ne sait pas. On ne sait pas si on va les accompagner 15 jours, 1 mois, 3 mois. On ne sait pas absolument rien. On avance sur la base des hypothèses. Des hypothèses, voilà, proposées par le comité scientifique. Donc, qui va nous dire d'ici combien de temps, voilà, la courbe va descendre, des choses de ce genre. Donc, on ne sait pas, on est dans l'inquiétude, on est dans une situation, on peut dire, dans une situation incertaine. Donc, l'État doit s'attendre quand même à un accompagnement solide, un accompagnement très important de ces familles-là, de ces familles, des jeunes chômeurs, des gens qui ont perdu leurs emplois, etc. Donc, il y a des impacts économiques. Il y a aussi des impacts de ce genre-là qui fait la spécificité de notre pays. Donc, une partie des Sénégalais travaillent, sont des fonctionnaires ou ils travaillent dans des grosses entreprises, ils sont pris en charge, l'État les aide, des milliards pour ces entreprises-là. Les petites entreprises, les petits banabana ne sont pas très bien aidés. Donc, ce sont ces populations-là qui sont en danger aujourd'hui. Merci Ousmane. Monsieur Diam, quelle est votre analyse sur en tout cas, Oui, je crois que Ousmane a en partie amorcé une bonne vision des choses. Je crois que la leçon à retenir, c'est que le coronavirus vient de donner au monde entier une leçon extraordinaire sur l'interdépendance des nations et des peuples. Un virus,
que tout le monde a du mal à débusquer ou à maîtriser, paralyse la quasi-totalité des États du monde et l'économie mondiale. Sans que nous ayons aujourd'hui donc des certitudes sur les risques potentiels qui seraient donc autant ceux de nos pays dans tout ce processus du développement du coronavirus et de la lutte, ou aussi après. Je crois que des États qu'on dit fragiles, même si je ne suis pas trop d'accord avec ce terme fragile, parce que des États qui ont les ressources humaines, les ressources naturelles qui sont de nos pays, je ne peux pas accepter qu'on leur dise que ce sont des États fragiles. Parce que c'est les ressources humaines sénégalaises qui sont au Sénégal et qui sont dans la diaspora, dans une démarche de co-construction, peuvent apporter quelque chose pour aider l'État, pour assister le gouvernement face aux risques que constituent les risques économiques et financiers auxquels peuvent être confrontés le Sénégal aujourd'hui et demain. Et ça, c'est un enjeu considérable. Le Sénégal a une chance d'avoir une diaspora valeureuse, une diaspora patriotique, une diaspora qui participe pour beaucoup à la stabilité de ce pays-là. Pape Sarr a annoncé tout à l'heure les difficultés que pour justifier les 12 milliards que la diaspora sénégalaise qui entretenait les familles donc devait être soutenue. Mais cette diaspora-là, malgré les problèmes, jusqu'à aujourd'hui, elle continue à travers les applications de Western Union et les applications de Bari à envoyer beaucoup de millions et des milliards dans les différents pays. Aujourd'hui, pendant tout ce processus-là de coronavirus, si dans les régions périphériques, il n'y a pas eu les explosions, que ce soit dans la région du Fouta ou dans la région du Sénégal oriental ou en Casamance, et dans certaines régions, la région du centre n'est pas une zone de grande immigration, en dehors de la région de Diourbel. Donc, il y a donc ces gens, en utilisant l'application du Western Union et l'application du Bari, continuent, malgré les difficultés qu'ils ont dans la diaspora sénégalaise et où qu'ils se trouvent dans le monde, à envoyer les ressources dont les familles ont besoin. Sinon, on aurait assisté à beaucoup plus, de manière plus rapide aux explosions qui pourraient être configurées. Récemment, le gouvernement français a sorti une note qui est désobligeante et insultante à l'égard de nos nations. Une note réfléchissant qui est du ministère des Affaires étrangères, parlant que la France devait anticiper sur les risques d'explosion du coronavirus dans nos pays et que la France était certaine que nos chefs d'État actuels ne seraient pas en capacité de faire face aux explosions et il faudrait que la France réfléchisse d'emblée sur qui pourrait prendre la relève et les séances et que la France accompagne ceci. Et la France a ciblé quatre catégories de personnes. La France a ciblé les chefs religieux, la France a ciblé les diasporas africaines, la France a ciblé les grandes entreprises et les grands entrepreneurs africains qui sont dans des réseaux internationaux. Et aussi, la France a soutenu donc les grands corps, des corps économiques et sociaux qu'on appelle les forces vives de la nation dans nos différents pays, pour voir avec eux en amont comment donc arriver à transiter à travers ces corps des gens qui demain pourraient suppléer nos gouvernements actuels, nos chefs d'État actuels, donc dans la prise en charge des besoins privés de nos pays, comme si c'était la France de mettre en... Ça, c'est une insulte à l'égard de nos peuples et de nos nations. Donc, je crois que nos chefs d'État, qui ont tous reçu cette note, doivent pouvoir réfléchir avec leurs concitoyens sur la manière dont on doit construire la vie de notre pays. Le Sénégal a beaucoup de potentiel. Le président Macky Sall a demandé à ce qu'on annule les dettes africaines. Oui, mais à un moment donné, il faudrait aussi réfléchir sur comment faire en place que l'Afrique paye ses dettes sans pourtant tout le temps demander à ce qu'on annule ses dettes. D'autant plus que nous avons nos ressources, nous avons des ressources qui, en les contrôlant, des ressources humaines, des ressources naturelles, des ressources financières considérables. Je donne un exemple précis et je termine par là. En France, il y a une étude à laquelle j'ai participé, qui avait démarré en 2010 et qui s'est terminée en 2016, pendant 6 ans, sur les avoirs financiers des diasporas sénégalaises, africaines en général, et sénégalaises ici. Moi, je me suis occupé du dossier sénégalais, avec d'autres camarades qui étaient donc des gens qui travaillaient dans la banque, etc. On a mis en place un mécanisme d'étude qui permettait de savoir quels sont les mécanismes de transfert de fonds, ou quels sont les mécanismes de financement, ou quels sont les mécanismes d'épargne ici en France. On a constaté que 80% de ce que la diaspora sénégalaise gagne reste en France, et il n'y a que 20% de cet argent qui rentre au Sénégal et qui semble beaucoup pour tout le monde. Dans l'argent qui reste ici, il y a l'argent des daïras sénégalaises qui sont ici, il y a l'argent des réseaux catholiques qui sont ici, il y a l'argent des caisses villageoises qui sont ici,
Il y a l'argent des mouvements de jeunes qui sont ici et il y a l'argent des femmes sénégalaises en migration qui, à travers leur forme d'organisation financière, qui constituent un avoir potentiel extraordinaire. En tout et pour tout, au niveau des seules caisses villageoises sénégalaises qui sont en France, il y en a 8847 caisses villageoises, toutes reconnues de droit commun français. Il y a le Daïra Niassen, le Daïra Mourib et leur démembrement. Il y a le Daïra Tijan et leur démembrement. Il y a le Daïra Layed et leur démembrement. Maintenant, on a le Daïra des Ibadou et leur démembrement. On commence à avoir les Daïra chiites ici en France et leur démembrement. Il y a tous les Daïra catholiques qui sont ici en France et qui sont les principaux bailleurs de fonds de l'Église catholique sénégalaise. Cet argent-là, qui est l'argent des Sénégalais. L'argent des Sénégalais. L'État du Sénégal ignore. Mais au nom de quoi l'État du Sénégal ne peut pas construire un pacte entre ces diasporas et l'État et les collectivités territoriales pour qu'ensemble, à un moment donné, on s'arrête, on réfléchit sur cet argent qui est resté en France, qui est dans les banques françaises, que personne n'utilise en dehors des banques françaises, que nous utilisons que pour rapatrier des corps dans nos pays ou bien pour financer des programmes de développement dans nos villages. En quoi cet argent peut-il permettre de lutter contre la pauvreté et les précarités, mais aussi en quoi cet argent peut créer une plus-value économique et financière pour que le Sénégal puisse être doté d'une capacité de souveraineté de décision grâce à sa diaspora, comme le fait la Chine, comme le fait la Turquie, comme le fait le Maroc. Aujourd'hui, les jeunes Marocains qui sont nés en France de deuxième, troisième, quatrième génération investissent 7% des investissements au Maroc grâce aux bons des Marocains de l'extérieur. Donc, il y a des solutions qui permettront demain au Sénégal, si l'État du Sénégal accepte de regarder sa diaspora, si l'État du Sénégal accepte de faire face à ses ressources humaines nationales et internationales, si l'État du Sénégal accepte de supporter, comme l'a dit Mansour, ces petits badabana-là, ce secteur informel, ces acteurs économiques, ces entreprises sénégalaises nationales, au détriment des grandes entreprises nationales qui, quand elles prennent l'argent, elles organisent l'évasion financière. Si le gouvernement du Sénégal a le courage politique de mettre en place ce mécanisme de concertation à l'échelle de la nation, on pourra s'en sortir. Merci, M. Dem. Les amis, ça fait 1h37 qu'on démarre. Je vais demander à chacun, est-ce que vous voulez encore faire du rentre-dedans, M. Dem? Je vais vous laisser chacun faire une petite conclusion. Voilà. Hein? Mais laissez-le répondre. C'est pas normal. Laissez-le répondre. Laissez pas répondre. Je ne peux pas donner ma vision de suite, je sais qu'elle ne sert à rien. Si vous tenez à ce qu'on fasse une conclusion, on va conclure, il n'y a pas de problème. Moi, je souhaite entendre Papsar. Papsar, la parole, Pape. On a la parole. Qu'est-ce que tu veux dire de ce que tu viens de dire dans ton Dem? Pas toi, c'est pas toi de parler, on t'entend. Je n'entends plus, la ligne est mauvaise. Nous, on t'entend. Très bien. Moi, j'avais bien l'intention, moi aussi, de parler de crise qui n'est pas que sanitaire. D'ailleurs, elle est aussi économique et sociale. Et de toute façon, il n'y a pas à parler même plus que ça. Je partage quelques avis de M. Dem sur la diaspora sénégalaise en disant à nos gouvernants de peut-être plus regarder un peu ce qui se passe dans la diaspora pour mieux profiter de ce qui est possible de faire avec la diaspora. J'ai l'impression qu'à part utiliser les détails politiques dans une question d'élection dans la diaspora, l'État ne fait pas encore des efforts qu'il faut pour profiter au mieux. Cette diaspora qui peut-être peut être un support non négligeable en termes d'économie, si tant est que l'avenir aujourd'hui ne se présente pas sous de meilleurs auspices. Vous savez, mais je n'ai pas plus peur que ça, parce que je sais que cet affaissement économique est planétaire, et que même si au Sénégal on va passer de 7 à 2-3%, ce sera le cas dans la plupart des pays du monde. Nous faisions déjà, nous, de la croissance quand les pays plus développés ne savaient plus en faire. Et nous, on descend à 3%, les autres vont aller bien en deçà, et c'est ça que ça veut dire. Mais vous savez, la restructuration, elle est pour tout le monde. Et tous les États vont devoir faire face à leur économie. Et c'est la planète tout entière qui est interpellée pour revoir les choses et peut-être pour regarder un peu comment ça fonctionne du côté de la finance, du côté de l'économie et du côté de tout ce qui est donc aujourd'hui sur terre et qui désolé, mais franchement, on t'entend pas bien. On t'entend très faible maintenant. Tout à l'heure, tu n'avais pas. C'était 1000 fois mieux.
C'est tonton Dem qui t'a envoyé un gris du Fouta, je crois. Oui, je crois bien. non. Il ne cite pas que je lui balance des cailloux. Mais pour une fois, on est d'accord. Pour une fois, on est d'accord parce que nous sommes d'accord que les efforts qui doivent être faits en direction de la diaspora ne le sont pas et que l'État gagnerait quand même à regarder un peu plus ce qui se passe dans sa diaspora. C'est le prix à payer s'ils veulent que la diaspora contribue réellement au développement du Sénégal. Mais je veux aussi parler de la faiblesse de la diaspora parce que nous n'avons jamais été en mesure de nous entendre suffisamment et de marcher ensemble pour pouvoir transcender certaines choses et être, nous, de meilleurs apports pour nos pays. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en termes d'envoi n'est que de l'envoi pour nourrir nos familles, mais il n'a rien d'efficient. Nous ne contrôlons rien en termes de chaîne de valeur dans ces flux financiers qui vont dans nos pays. Donc voilà, c'est un problème posé à toutes les diasporas d'Afrique qui seront demain, je crois, si on fait bien ce qu'il faut, les rampes et les remparts pour nos pays en termes de développement. Mais voilà, il y a aussi que la crise économique va toucher de la même façon les pays dits développés que les pays d'Afrique. Et donc, pour moi, il n'y a pas trop de crainte à avoir. Nous allons réapprendre à faire face au monde tous ensemble avec cette problématique nouvelle qui est le coronavirus. Mais ça nous avons tous été touchés un peu de la même façon. Donc voilà, le Sénégal, pour moi, de toute façon, tiendra le bon bout et continuera de s'en sortir. Nous avons déjà fait une belle traversée avec le régime actuel. Je pense que les choses vont continuer d'avancer et que malgré la crise, le Sénégal tirera son épingle du jeu. C'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs, alors qu'on entrevoyait quelque chose de très négatif pour l'Afrique de manière générale. Le Sénégal et l'Afrique en général a eu moins de cas que ce qui était annoncé et ce qui était prévu par les pays occidentaux. Donc voilà, moi je n'ai pas plus peur que ça. Je déplore, je ne peux que prier comme tout le monde parce que cette histoire de coronavirus n'est maîtrisée par personne. Donc la moindre des choses que nous avons à faire aujourd'hui, c'est d'être tous rangés et disciplinés derrière nos États et de faire en sorte que les choses marchent et qu'on puisse arriver au bout de ce virus. Hein? Au moins, si on ne peut pas le faire disparaître, qu'il soit comme le H5N1 qui arrive tous les ans, comme une grippe saisonnière et contre lequel nous commençons à avoir des vaccins pour nous prémunir. Voilà ce que j'ai envie de dire sur cette crise. Merci beaucoup, Ousmane. Maintenant, vraiment, c'est 1h42 de débat. On va laisser chacun de vous. Ousmane, on commence par toi. Si tu veux bien, quelques mots en résumé, s'il vous plaît, pour conclure. Merci beaucoup. Pour le mot de fin, je dirais, il faut se battre tous, en fait, derrière les acteurs qui sont en première ligne, les acteurs sanitaires, politiques, les acteurs sociaux, communautaires aussi, pour ceux qui sont dans les communes, dans les quartiers, qui se battent tous les jours pour accompagner la population. Deuxième point, peut-être pour la conclusion, c'est de revoir la position sur le rapatriement des corps. Et comme on a 12 milliards et demi, je pense qu'on peut revoir toute forme de décision ou d'avis politique ou sanitaire qui empêcherait le rapatriement des corps. Donc là aussi, c'est un aspect important. Et troisième point, c'est aujourd'hui, il y a une attente très forte de la transparence sur la distribution, la redistribution de cette aide-là, que ce soit au niveau de la diaspora, au niveau aussi du Sénégal. Donc, les Sénégalais sont très attentifs à cette transparence-là et je pense que les acteurs qui sont désignés pour une distribution juste, équitable, ils le feront sans faute. Et dernier point, c'est la solidarité qui est vraiment menacée par cette pandémie. Une solidarité menacée parce que voilà, on ne sait pas où on va. Il y a une certaine incertitude. Donc tout ça, on doit tenir en compte de tous ces aspects pour que l'État, les gouvernants, voilà, arrivent à mobiliser des actions concrètes d'accompagnement des publics qui sont dans le besoin, les publics en difficulté en général. Merci beaucoup, je te remercie. Merci Ousmane. On va donner par ça. Tu veux faire ton mot de conclusion en résumé et on laisse la parole à notre tonton tradition africaine oblige pour le mot de fin. Pape, je vois que ton micro, tu l'avais fermé, donc je te laisse quelques mots. Je le ferme toujours mon micro. Je vois que tu veux encore faire la part belle à M. Dem pour qu'il puisse dire. Papsar, qu'est-ce que je t'ai fait? À l'état de revenir sur ta décision
En tout cas, il y a un problème entre sur les rapatriements, je commence déjà d'abord par parler de ça et dire que la meilleure chose que nous avons à faire aujourd'hui, cette crise épique de cette circonstance anesthésiante, parce que la douleur est là et que les gens, j'aimerais que les gens se rangent derrière notre État et acceptent le sort. C'est la meilleure façon de montrer sa croyance en Dieu, c'est de dire que notre État, de toute façon, ne va jamais délibérément dire à la diaspora, nous ne voulons plus de vos corps. Distiller ce genre de choses. Parce que ça, c'est essayer de mettre nos populations en responsabilité, d'être présent au HCCT pour le compte de la diaspora, même si ça n'a pas été libellé comme ça. Moi, je l'accepte. Parce que vous êtes le seul membre de la diaspora là-bas. Si aujourd'hui vous commencez à vous mettre en face de l'État et à dire que l'État est contre ses citoyens, vous créez un malaise que vous n'allez pas pouvoir réparer demain. Et de toute façon, ça ne va pas aller très loin parce que les gens se rendront compte tôt ou tard de ce qui empêche aujourd'hui notre État de le faire. Maintenant, on peut continuer de prier tous ensemble pour qu'on en sache plus sur ce Covid-19 et de manière à ce que peut-être demain, on ait des solutions pour que les corps, même rapatriés au Sénégal, ne nous créent pas de problème. Parce que vous avez parlé de Turquie et du Maroc. Je peux vous dire que l'Algérie avait commencé comme la Turquie et qu'il s'est arrêté parce qu'ils ont eu des problèmes de contamination avec leur corps. Et ils se sont arrêtés tout de suite. Alors, vous n'allez pas nous demander de faire ce que l'Algérie a fait avec ses propres avions, ce que la Turquie continue de faire avec ses propres cargos. Nous sommes Sénégalais, nous n'avons encore que 2 avions Air Sénégal, nous n'avons pas encore de cargo qui nous appartient. Les corps à acheminer au Sénégal doivent répondre aux critères et aux conventions IATA qui demandent qu'on donne des certificats de non-épidémie et de non-contagion. C'est qu'aujourd'hui, objectivement, on ne peut pas donner. Et si les caisses hermétiques sont possibles dans les pays développés, c'est des caisses qui ne sont pas possibles dans les autres pays africains et il faut que les Sénégalais soient à égale dignité. Donc si le Sénégal accepte pour les gens de France, il faut qu'il accepte aussi pour les gens du Congo et de Namibie. Voilà ce que je voulais dire. Et maintenant, vraiment, continuer encore de lancer une prière, puisque c'est le temps des prières. Dire bon Ramadan à tout le monde, espérer que Dieu exaucera nos vœux, faire en sorte que M. Dem mange bien et qu'il ne souffre de rien pendant ce mois de Ramadan, mais aussi dire que nous espérons vraiment qu'au-delà de ces débats, que l'État écoutera vraiment les Sénégalais de la diaspora quand ils font des congrès, que l'État essaiera de voir les Sénégalais de la diaspora qui s'organisent pour pouvoir être à l'écoute et apporter le meilleur secours et le meilleur concours. C'est à ce prix que l'État bénéficiera de la diaspora. Vous savez, il y a des outils financiers qui sont mis en place et qui ne sont pas transparents. C'est le PAISD, c'est le FES parfois, alors que le FES est géré par une brave dame, mais elle n'a même pas les coups de franche pour arriver au bout de nos préoccupations. Donc, c'est toutes ces choses-là, après la crise, que l'État devra revoir. Et c'est comme ça qu'en amont, on réglera des problèmes avant d'attendre qu'il y ait une crise pour venir nous donner 12 milliards et demi. Voilà, ça c'est mon sentiment et j'avais envie d'attirer l'attention de l'État sur ces préoccupations-là. Je vous remercie. Bon Ramadan à tous, bon Dogu. Merci, M. Sarr. Je rappelle juste que vous deux, c'est la première fois que vous êtes invité sur Ika News. Je vois des mauvaises langues qui disent que encore eux, alors c'est la première fois que vous passez sur ce thème. Donc, je vous remercie. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Exactement. Monsieur Dem, vous avez la parole pour le mot de fin. Merci. Je crois que nous avons passé ensemble un bon moment et que chacun d'entre nous, dans le respect de l'autre et en fonction de son tempérament, a dit ce qu'il avait à dire sur cette question et sur la manière dont il voit le Sénégal. Entre Pape Sarr et moi, qui tous les deux nous soutenons un même gouvernement, nous sommes tous de la majorité présidentielle. Moi, je ne suis pas membre de l'APR, même si Pape Sarr, lui, il est membre de l'APR, moi, je ne le suis pas. Mais tous les deux, nous soutenons l'action du président de la République. Seulement, nous avons des manières différentes de le soutenir. Et je crois que c'est aussi un droit pour chacun d'exercer son point de vue, son regard sur le déroulement de l'action politique et publique que le président de la République fait, en dehors de ce que l'opposition peut dire. Nous, membres de la majorité présidentielle, dès lors que nous ne sommes pas des membres de cette majorité godillot, nous sommes en capacité de pouvoir dire au président de la République c'est bon ou c'est pas bon. C'est notre rôle et je crois que le président de la République a besoin de ça. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, prétendre, comme le dit Pape Sarr, que je suis en train de monter les diasporas sénégalaises contre l'État du Sénégal, soit disant que je dis que l'État du Sénégal abandonne ses citoyens, etc. Je crois que c'est intellectuellement malhonnête. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas dit ça dans ce débat-là. J'ai dit que l'État du Sénégal doit assister sa diaspora qui gamme avec le gamme. Qui gamme quand la diaspora est en capacité d'apporter beaucoup de choses de plus-value au Sénégal
Et la diaspora sénégalaise n'est pas en mesure d'apporter quelque chose au Sénégal, surtout en cas de décès. Et d'autant plus que la diaspora sénégalaise n'a jamais demandé à l'État du Sénégal de payer les rapatriements des corps. Jamais. Elle n'a jamais demandé ça. Que ce soit en Europe et que ce soit aux Amériques, en Asie et en Afrique. À aucun moment, la diaspora sénégalaise n'a demandé à l'État du Sénégal de payer quelconque pour ramener la diaspora sénégalaise. Et à aucun moment, la diaspora sénégalaise n'a demandé à l'État du Sénégal de payer les caveaux pour enterrer la diaspora, pour enterrer les Sénégalais ici. Mais ils sont organisés pour ça. Ils sont organisés pour ça. Ils ont leurs moyens. Moi, je suis président d'une caisse intervillageoise de 22 villages de la région de Matam, qui regroupe aujourd'hui 4500 adhérents. Cette caisse a près de 190 000 euros en caisse qui ne couvre que les frais de décès pour le rapatriement des corps ou le rapatriement sanitaire. On n'a pas besoin de l'État. Ce qu'on a besoin de l'État, c'est l'assistance logistique pour permettre à ces gens d'aller dans de bonnes conditions. Donc, on a dit à l'État, faisons ensemble. Pour le moment, l'État refuse de faire ensemble. Nous disons que nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'est le premier élément. Et mon rôle de haut conseiller, et ça, je le confirme à Pape Sarr, quand le président de la République m'a nommé haut conseiller, il m'a clairement dit qu'il m'a nommé au titre de la diaspora sénégalaise. Donc, je revendique ce titre, parce que j'ai été nommé à ce titre-là. Donc, si Pape Sarr ne le savait pas, il faut qu'il le sache. En dehors de ça, je crois que ce qu'il faut donner comme conseil à nos parents, et surtout à la diaspora sénégalaise, de deux ordres. Un, la diaspora doit continuer à mobiliser leurs familles pour qu'ils respectent les consignes de sécurité que l'État a mis en place chez nous. Que la diaspora sénégalaise, là où elle est à travers le monde, elle doit respecter les consignes de sécurité des pays d'accueil dans lesquels nous vivons. Si nous voulons être d'un apport quelconque à l'avenir pour notre pays. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que la diaspora sénégalaise s'attend à de grosses difficultés économiques et financières au Sénégal. Et en ce sens, quel va être le rôle de cette diaspora pour accompagner notre pays dans la reconstruction économique et sociale pour que le Sénégal parte d'un plein pied. Et là, la diaspora sénégalaise a un rôle. Monsieur Dem, je crois qu'on a du mal à t'entendre en ce moment. Vous m'entendez là? Monsieur Dem. Je pense qu'il est parti là. Oui, Monsieur Dem, je pense que ça a bugué. On a envoyé à son tour le du foot que tu l'avais envoyé tout à l'heure. En tout cas, c'est un débat très intéressant. C'est le téléphone du foot là qui ne marche pas. Et le téléphone du foot ne marche pas. Donc, je pense qu'on va conclure. Ouais. Mais voilà, ça fait vraiment 1h50 de débat. Je souhaitais vraiment vous remercier. Ousmane, merci Ibra, merci Pape Sarr et Monsieur Dem aussi. Merci, ça a été un véritable plaisir. Voilà, c'est une première, même si je vous ai tympanisé avec M. Dem. Mais on se connaît bien, M. Dem et moi, c'est pas la première fois qu'on se rencontre. Ouais, je l'ai senti. Que vous imaginez. Je l'ai senti quand même. Ouais, je rappelle juste qu'on était sur ce débat sur les conséquences de Covid-19. On était en présence, en compagnie de Modou Dem, qui est membre du Haut Conseil des collectivités territoriales au Sénégal. Il y avait aussi Ousmane Gaye, docteur en sociologie, chargé d'enseignement à l'Université de Perpignan, dans le sud de la France. Nous avons aussi M. Pape Sarr, qui est un professeur d'analyse et traitement de données dans une université à Dakar, Business School. Donc, merci à tous les trois d'avoir accepté de faire ce débat. Nous avons parlé, comme vous l'avez vu, d'une manière générale des conséquences de Covid-19, de la lutte au Sénégal, de l'aide, mais surtout d'un sujet épineux, la question du rapatriement du corps. On a vu chacun parmi vous votre position. On a eu aussi parlé d'une crainte d'une crise économique mondiale. Souvent, si tu permets aussi, je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter et encourager toutes les actions, les personnes de bonne volonté, qui soient des associations ou des personnes particulières, dans ce moment difficile, qui font des actions envers les plus démunis, envers des paras. Le cadre de notre association, l'association Jolof, Ousmane, on est ensemble dans cette association. Et récemment, on s'est organisé pour travailler plusieurs tonnes de riz au Dara, à Linguer, au Jolof. On a fait Bakiri, Dara, beaucoup de villages autour du Jolof. C'est le premier pas. On ne peut pas non seulement faire tout le monde, mais vraiment des produits, l'association des produits, le chargé de communication, Jean-Claude, qui permet de parler de ce fait, qui est juste
des talibés qui sont aussi des combattants de ces difficultés. Ousmane, tu veux rajouter un petit mot sur cette action, ou en tout cas sur ces projets d'association, aussi sur le chargé de communication. Qualité bien ordonnée, commence par soi-même, donc c'est une occasion de parler de cette association à toi-même. Merci beaucoup. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir suivi ce débat. Merci et félicitations. Merci. Permettre juste à vos amis qui sont dans vos murs de suivre ce débat, qui a duré maintenant 1h55. Merci à M. Dem, merci à Ousmane Ndiaye, merci à Papsar, et merci aussi à vous qui nous suivez sur ce débat. Nous avons Moadi Diallo, on a M. Lamine Bara, et Hassan Ndiaye depuis Mbour ou Italie. Je ne sais pas en ce moment s'il est au Sénégal ou en Italie. Mais vraiment, Khadim Diao, vous êtes nombreux dans les commentaires vraiment appréciés sur ce débat. Et merci beaucoup. Donc, je vous libère. On était très contents. On a M. Dem qui arrive. Il est revenu, mais bon. Monsieur Dem. Voilà, c'est ma batterie qui s'était vidée. Ah là là. C'est pas ça qui vous a retourné les gris du batterie Fouta. Ouais, c'est normal parce que nous sommes Dakar Motar. Donc, vraiment, merci M. Dem aussi. On remercie tout le monde d'avoir participé à ce débat. On n'a pas pu finir par la conclusion, mais si vous voulez un petit dernier mot aussi. Non, je crois que j'ai pratiquement terminé. Hein. Je crois que Papsar, comme M. Ousmane Ndiaye, comme moi-même, et comme les autres acteurs de la diaspora sénégalaise, nous sommes en capacité de vulgariser cette idée de partenariat diaspora-État autour d'un pacte républicain qui permet effectivement à l'État du Sénégal et à sa diaspora de s'entendre sur l'essentiel. Et qu'à partir de ce moment, voir concrètement qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour le Sénégal, pour l'aider à faire face aux risques économiques et financiers que constitue donc cette épidémie du coronavirus. Moi, je crois que c'est ça l'enjeu. Ce n'est pas des considérations politiciennes ou autres. Non, c'est des considérations d'avenir. Nous sommes dans un consensus national de lutte contre une pandémie. On est dans et que le consensus ne devrait pas s'arrêter à la fin de la pandémie. Le consensus doit continuer après la pandémie pour remettre le Sénégal dans les rails. Et qu'on continue, que ce soit les acteurs politiques, les forces vives de la nation, et qu'enfin, c'est ma revendication toujours, que l'État du Sénégal reconnaisse la diaspora sénégalaise comme une force vive de la nation. Et qu'il en crée les outils qui permettent à cette diaspora d'être considérée comme des forces vives de la nation. Vous voyez, M. Ibrahima, la diaspora sénégalaise est la seule force vive de la nation. Ah, je pense qu'on a perdu M. Dem. Je pense que cette fois-ci, c'est ce débat. Vraiment, merci beaucoup. Merci encore une fois. Bonjour de Perpignan à tout le monde. M. Dem, merci encore une fois. Merci, Ibra. À bientôt pour un autre débat sur IK News. Merci beaucoup d'avoir participé. Moi, Diallo, qui disait aussi son avis que j'ai partagé aussi en ligne. M. Dem est revenu, mais je pense qu'on va le libérer. Je termine par ça. Merci beaucoup. La diaspora sénégalaise est la seule force vive de la nation sénégalaise qui met beaucoup de choses au Sénégal, qui participe pour beaucoup de choses au Sénégal sans aucune contrepartie. Il n'y attend pas de salaire. La seule chose qu'elle attend de notre pays, c'est la reconnaissance de ce qu'elle fait et la volonté du gouvernement sénégalais à co-construire avec elle pour l'avenir du Sénégal et le devenir du Sénégal. C'est tout ce que nous attendons. Voilà, merci beaucoup. Cette fois-ci, c'est le mot de la fin de Ibrahima Ndiaye qui vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce débat. Ndiaye, merci. Papsar, merci. Merci beaucoup pour votre Merci beaucoup. Et votre tolérance malgré les rangs dedans ou le matin de la culotte de Papsar qui a aussi. Oui, mais j'ai l'habitude de ça avec Papsar. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Je vous laisse. Merci à tous d'avoir partagé ce. À bientôt. Moi, déjà, tout le monde, merci beaucoup. À bientôt sur IK News pour notre débat, selon l'actualité et selon les enjeux. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.